Euh, Voilà, mais écoutez, mes chers collègues, nous avons le plaisir d'accueillir le colonel Stanislas Rouquayrol, commandant des formations militaires de la sécurité civile. Et je rappelle que cette audition en visioconférence est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Mon colonel, merci d'avoir répondu à notre invitation. Cette audition intervient alors que nous avons entendu le 20 octobre dernier monsieur le préfet Alain Thirion, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises. Nous en attendons notamment qu'elle nous éclaire sur les aspects opérationnels et concrets de l'action des forces de la protection civile à un moment où les risques naturels s'intensifient, potentiellement du fait du réchauffement climatique, où des portions importantes du territoire sont susceptibles d'être confrontées à des crises de grande intensité. Nous étions, par exemple, il y a quelques semaines dans la vallée de la Vésubie, où nous avons pu constater, on va dire, ces impacts. Nous serons heureux de vous entendre sur les moyens dont vous disposez, sur les scénarios sur lesquels vous travaillez, ainsi que sur le retour d'expérience des catastrophes qui ont affecté notre pays durant les 20 dernières années. Et puis également, ce sera l'occasion de mieux connaître votre organisation, de ces formations militaires de la sécurité civile. Je vous propose de commencer par une intervention d'une dizaine de minutes et nous poursuivrons ensuite les échanges sous la forme de questions-réponses. Mon colonel, c'est à vous. Merci, monsieur le député. Et en tout cas, merci encore pour votre invitation, puisque cette audition me donne l'occasion de justement vous présenter ces formations militaires de la sécurité civile, autrement dit FORMISC, qui contribuent à la résilience de la sécurité civile française, de la nation et même de l'Union européenne. Alors, je m'attacherai à vous présenter rapidement cette structure à la jointure entre le ministère des Armées et le ministère de l'Intérieur, complémentaire des moyens des sapeurs-pompiers territoriaux, possédant ce contrat opérationnel exigeant pour agir face à tout type de catastrophe, et enfin, vous soulignez sa contribution à la résilience nationale. Alors, ces unités militaires, elles trouvent leur origine dans l'une des plus grandes catastrophes du XXe siècle en France, la rupture du barrage de Malpasset à Fréjus en 1959. Et à cette époque, le général de Gaulle, constatant la désorganisation des moyens de secours, avait dit que dorénavant, l'armée interviendrait dans ce type de secours à la population. Ainsi sont nées ces formations militaires qui ont pris corps officiellement en 1988. Elles sont mises pour emploi à la disposition du ministre de l'Intérieur dans le domaine de la sécurité civile, selon le Code de la Défense. Et ces jeunes unités militaires sont intégrées à la sécurité civile française depuis leur création. Elles ont vocation à intervenir dans l'urgence face aux catastrophes naturelles, technologiques et sanitaires, en appui et en complément des acteurs des secours territoriaux ou à l'étranger. Elles sont engagées sur ordre du préfet directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, le DGCGC. Comme évoqué par le général Poitou, que vous avez reçu le 20 octobre dernier, les FORMISC font aussi partie du pilier divisionnaire territoire national, au même titre que nos camarades de la BSPP. En revanche, elles ont cette spécificité d'être un pion unique de militaires employés non pas sur une zone géographique, Paris ou Marseille pour le bataillon des marins-pompiers, mais bien dans toute la France et à l'étranger si besoin. Forte de 1401 sapeurs-sauveteurs militaires de l'armée de terre, le commandement des FORMISC s'organise autour d'un état-major et de 3 unités, les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, appelées UISC. Les 2 unités continentales ont aussi l'appellation de régiment. Notre état-major est basé sur le site de Garance dans le 20e à Paris. L'UISC 1 était basé à Nogent-le-Rotrou, en Eure-et-Loire. L'UISC 7 est à Brignoles, dans le Var. Et l'unité numéro 5 est à Corté, en Haute-Corse. En outre, les sapeurs-sauveteurs participent à l'armement du COGIC, le Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises à Beauvau, et des 9 centres opérationnels zonaux, métropolitains et ultramarins. Avec les établissements de soutien opérationnel et logistique, ESOL, établissements Nord et Sud, et leurs 60 agents civils, les FORMISC constituent le groupement des moyens nationaux terrestres de la DGCGC et représentent à ce titre 56% des effectifs de cette direction. Au même titre que le groupement d'intervention du déminage et le groupement des moyens aériens, le GMNT fait donc partie de la sous-direction des moyens nationaux de cette direction générale. Alors, cette organisation souligne déjà l'originalité de cet outil unique, polyvalent,
au sein de la DGCGC et l'étendue de ses compétences. Elles permettent au FORMISC d'être présent sur tout le spectre d'une crise. D'abord, de l'anticipation et de la planification avec des cadres expérimentés qui arment les centres opérationnels zonaux et le COGIC, ainsi que certains experts, conseillers nationaux, feux de forêt ou NRBC. Elle participe à la conduite des opérations ensuite, avec l'apport essentiel de la force opérationnelle que constituent les sapeurs-sauveteurs des unités d'intervention, les USC, et enfin dans la phase de stabilisation et de retour à la vie normale, le jour d'après, avec des moyens spécifiques et uniques au sein de la sécurité civile. Engins de travaux publics, machines de production d'eau potable, des pompes à grand débit au sein des ésoles par exemple. Échelon national d'intervention d'urgence de la sécurité civile, les FORMISC sont en mesure d'intervenir en permanence, quel que soit le lieu et le type de catastrophe. Elles peuvent déployer partout en France et dans le monde entier jusqu'à 262 sapeurs-sauveteurs en moins de 3 heures, ce qui représente près de 25% de son effectif opérationnel, et jusqu'à 600 en moins de 72 heures pour une durée d'1 mois sans relève. Cette autonomie logistique est permise par la structure régimentaire de ces unités qui intègre tous les soutiens en matière de ravitaillement, soutien mécanique, sanitaire au sein des détachements. Ainsi, nous voyons que le statut militaire et l'organisation militaire de ces unités confèrent une grande souplesse d'emploi dans l'engagement. Il permet aux sapeurs-sauveteurs d'être déployés sur tout type de théâtre d'opération, y compris en zone de conflit, et de rester déployés aussi longtemps que nécessaire. Alors, pour mener à bien ces missions et garantir un engagement optimum, l'état-major des FORMISC assure la gouvernance en liaison avec ses 2 ministères d'appartenance, le MINARM et le MINAT. Il doit couvrir l'ensemble des tâches suivantes: le recrutement de ses personnels, leur gestion, les nombreuses formations qui en découlent, la dotation des équipements, la préparation opérationnelle, la veille technologique et enfin, bien sûr, le déploiement des interventions programmées et surtout inopinées. Alors, ce contrat opérationnel des FORMISC évoqué s'adapte en fonction, bien sûr, des saisons et des risques associés. Ainsi, en période estivale, plus de la moitié de la force opérationnelle est déployée en zone de défense et de sécurité sud pour lutter contre les feux de forêt, tout en conservant une réserve d'intervention et une 60aine de sapeurs-sauveteurs engageables sur tout type de crise, comme ce fut le cas la nuit du 3 août 2020 à Beyrouth, suite à l'explosion dans le port. Au-delà de la lutte contre les feux de forêt, les FORMISC interviennent sur toutes les catastrophes naturelles et technologiques majeures: inondations, séismes, tempêtes, cyclones, pollution maritime, industrielle, crise sanitaire et humanitaire, avec notamment la mise en œuvre de l'élément de sécurité civile rapide d'intervention médicale, l'ESCRIM, qui est un hôpital de campagne de la sécurité civile, armé en collaboration avec le SDIS du Gard. Dans le domaine de la gestion des crises, les FORMISC peuvent déployer également un module d'appui à la gestion de crise, MAGEC, qui est un poste de commandement opérationnel interservice. Elles mènent aussi régulièrement des missions d'appui en situation de crise et de conflit au profit des préfectures ou des ambassades. Les sapeurs-sauveteurs prennent également part au continuum sécurité-défense dans le domaine des risques et de la menace NRBC. Ils peuvent mettre en œuvre des détachements spécialisés pour identifier et circonscrire une menace NRBC et participer à la décontamination d'urgence des populations. Les FORMISC font aussi partie intégrante du détachement central interministériel d'intervention technologique, le DCIT, avec leur capacité de détection, de prélèvement et d'analyse de matières nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Pour compléter ce panorama des FORMISC, il convient de souligner l'expertise acquise dans le domaine de l'intervention à l'étranger. Dès leur création, les FORMISC ont été engagés sur les plus grandes catastrophes à travers le monde: Mexico, tremblement de terre, Fukushima, Haïti. Elles sont devenues un acteur aussi majeur du mécanisme de protection civile de l'Union. Sur les 18 modules d'intervention français certifiés, aujourd'hui, 17 sont armés par les FORMISC. On peut donc considérer qu'elles sont le premier levier étatique en cas de crise à l'international, sous mandat européen si nécessaire. Avec ces 2 modules lourds de recherche de victimes sous décombres, certifiés selon les standards de l'agence de l'ONU, SARAG, elles sont capables de travailler dans un environnement international selon les standards de l'Organisation des Nations Unies. Enfin, l'année 2022 verra
la classification de notre hôpital de campagne ESCRIM selon les standards de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, compte tenu de ces effectifs qui sont aujourd'hui comptés et du spectre élargi des missions confiées, les sapeurs-sauveteurs doivent être polyvalents et leurs détachements d'intervention sont tous réversibles. Ainsi, nous voyons qu'à travers son organisation et ses missions, les formations militaires de la sécurité civile confèrent à la sécurité civile les principes chers au maréchal Foch. Elles garantissent la liberté d'action nécessaire aux décideurs pour agir n'importe où, n'importe quand, selon les situations. Elles permettent de concentrer des efforts sur une crise particulière et contribuent enfin à l'économie des moyens en sachant mettre en œuvre des équipements très pointus, onéreux et uniques en France. Elles soulignent également, de manière visible, le rôle de l'État face à tout type de crise. Par le statut militaire, leurs ressources humaines jeunes et aguerries, leur capacité de réaction, leur polyvalence et l'ensemble de leur domaine d'intervention, vous aurez compris que les FORMISC constituent un acteur majeur de la résilience nationale dans le domaine de la sécurité civile. Alors, cette résilience peut s'entendre comme un cycle comprenant 3 phases. L'anticipation, la préparation, l'intervention et enfin le retour à la condition normale le jour d'après. Eh bien, les FORMISC peuvent agir sur ces 3 phases de la résilience et sont par conséquent une capacité unique en ce sens. L'anticipation et la préparation d'abord se traduisent par un cycle de formation important pour nos sapeurs-sauveteurs. Elles se concrétisent par un volume de formation lourd à absorber, plus d'une vingtaine de stages par un officier polyvalent, et aussi par le système permanent d'astreinte avec des matériels conditionnés en caisse, prêts à partir immédiatement n'importe où, aptes à la projection par voie terrestre, aérienne ou maritime, avec également les moyens de la réserve nationale, des établissements de soutien opérationnel et logistique, ESOL. Les FORMISC sont avant tout une force de réaction rapide. Ils peuvent être déployés également en dispositif préventif. Ce prépositionnement est le cas tout naturellement durant l'été, pendant la campagne de feux de forêt, ou lors de la sécurisation de grands événements, mais également en anticipation des événements climatiques extrêmes, comme lors de vigilances météorologiques marquées, les tempêtes et cyclones, c'était le cas pour Irma en 2017, ou encore dans des missions d'appui aux forces de sécurité intérieure, comme dans le cadre actuellement du 3e référendum de décembre 2021 en Nouvelle-Calédonie. Enfin, durant la phase d'intervention et d'adaptation, les sapeurs-sauveteurs permettent de pallier les difficultés des structures locales impactées par les catastrophes. Production d'eau potable, communication satellitaire par exemple, comme ce fut le cas lors du passage de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes. Dès le début de la crise Covid, les FORMISC ont été engagés depuis les évacuations des ressortissants de Wuhan jusqu'à l'appui aux campagnes de vaccination en métropole et en outre-mer, Polynésie par exemple. En cas de crise sur le territoire national, elles interviennent avec des matériels modernes, rustiques, pour compléter le dispositif de secours. Enfin, l'interopérabilité est l'une des forces majeures des FORMISC pour s'intégrer à tout type de dispositif français, opérationnel, national ou international. Enfin, cette double culture, ministère de l'Intérieur et ministère des Armées, leur permet d'être totalement interopérables en action interministérielle. Par exemple, les FORMISC participeront à l'exercice Coubertin, piloté par l'état-major des armées, en préparation des Jeux olympiques de 2024. Alors, au-delà de la protection des personnes et des biens, les FORMISC sont présents donc sur l'ensemble du continuum de la crise et participent à l'accélération du retour à la normale. Lors du jour d'après, elles contribuent au rétablissement des axes de circulation avec leurs moyens de travaux publics. Elles mettent en œuvre des moyens d'hébergement d'urgence, des moyens d'énergie, d'éclairage. Elles sont en mesure de produire de l'eau potable et renforcer un système de santé déficitaire avec l'hôpital ESCRIM, comme ce fut le cas après l'incendie de l'hôpital de Pointe-à-Pitre en 2017. Par ailleurs, les FORMISC contribuent à leur niveau à la cohésion nationale en portant auprès de notre jeunesse un témoignage de solidarité, de service et de bien commun. En effet, elles répondent à des aspirations de jeunes Français complémentaires à celles offertes par les forces armées, servir sous les drapeaux pour sauver nos concitoyens. Chaque année, près de 180 jeunes volontaires sont recrutés et formés au sein des unités. Au bout d'un an, pour la moitié d'entre eux, ils peuvent s'en passer engagés volontaires et poursuivre leur carrière dans l'institution. En tant que creuset de formation, les FORMISC irriguent également, avec leurs sapeurs-sauveteurs en fin de contrat, les organisations civiles de sécurité et particulièrement les sapeurs-pompiers territoriaux, avec une ressource humaine qualifiée.
Enfin, les sapeurs-sauveteurs sont impliqués dans de nombreuses actions à destination de la jeunesse, contrats d'apprentissage du plan 10 000 jeunes, cadet de la sécurité civile. Dans les Outre-mer, nous participons également à un nombre important de formations au profit des régiments de services militaires adaptés, secourisme, technique de sauvetage et déblaiement par exemple. Pour conclure, j'espère, monsieur le député, avoir montré rapidement, certes, que les FORMISC, à leur juste niveau, sont pleinement impliqués dans la résilience de la sécurité nationale et la sécurité civile française. Elles sont la parfaite illustration de la participation permanente de l'armée de terre à la protection et au secours de nos concitoyens. Dans l'analyse des risques auxquels nous devons faire face dans le futur proche, les Outre-mer constituent un point d'attention opérationnel particulier en raison de leur exposition à des risques spécifiques, les conséquences du dérèglement climatique et les risques extrêmes, cycloniques et sismiques principalement. Les acteurs locaux ainsi que les renforts nationaux pourraient être mobilisés de façon croissante sur des problématiques d'assistance aux populations. Par conséquent, les FORMISC cherchent en permanence à anticiper la modernisation de leurs moyens afin d'apporter une réponse plus juste en étant et en veillant à être complémentaires des moyens territoriaux, mais aussi des moyens robustes et spécialisés sur les enjeux critiques auxquels doivent faire face nos sociétés occidentales, la hausse des risques pandémiques, la gestion des flux croissants de population. Les évolutions en termes d'innovation technique, de transformation numérique et de renforcement des moyens contre les risques et menaces NRBC sont aussi prises en compte. Cette modernisation devra être accompagnée d'investissements conséquents en matériel et en ressources humaines que nous avons exprimés dans les travaux du cadre de la loi d'orientation, de programmation et du ministère de l'Intérieur, l'OPMI, prévue entre 2023 et 2027. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui doit être notre cible prioritaire pour s'assurer de la résilience de la nation de demain, les FORMISC poursuivront leurs efforts à destination des jeunes Français. Nous continuerons à mener des actions de formation, d'encadrement, tant en métropole à travers des dispositifs de stage en lien avec le service national universel qu'outre-mer, pour offrir des formations qualifiantes d'intérêt général et assurant ainsi une meilleure résilience des territoires face aux catastrophes. Voilà, monsieur le député, pour cette rapide présentation. Merci beaucoup, mon colonel, alors, pour cette présentation très, très détaillée. Alors, entre-temps, on a été rejoint par le président Fresky, je vois, par notre collègue Soren Mauborgne, qui est d'ailleurs rapporteur du budget de l'armée de terre, qui vous connaît très bien, et également par notre collègue Carole Bureau-Bonnard, qui est membre de la commission de la défense. Alors, je propose de passer la présidence à Alexandre Fresky, qui pourra organiser les échanges. Oui, très bien, général. Merci, monsieur le rapporteur. Je vous prie de m'excuser du retard, des difficultés de connexion. Et heureusement que vous êtes à l'heure plus régulièrement que moi, parce que sans ça, on serait en grande difficulté. Donc, je vous prie de m'excuser. Je n'ai pas entendu les débuts de votre propos, et donc je serai évidemment bref dans ma prise d'intervention. Je vais peut-être demander à monsieur le rapporteur de lancer d'abord la série de questions, et ensuite, je passerai la main à mes collègues pour animer les débats. Très bien, merci Monsieur le Président. Alors, effectivement, au-delà de l'échange qu'on va avoir sur la résilience, je pense que c'est très important de vous connaître, parce qu'on a ce jardin à la française, effectivement, entre les unités civiles, les unités militaires. Je crois que en tant qu'élu de terrain, souvent on connaît bien le maillage de la sécurité civile, des sapeurs-pompiers territoriaux, des professionnels, parce qu'on est avec eux en permanence, soit en tant que citoyen, soit en tant qu'élu, et c'est très bien qu'on puisse échanger avec vous. Donc, je me permets de reformuler. Donc, vous êtes une unité finalement de l'armée de terre, même du génie, pour emploi finalement auprès du ministère de l'Intérieur, on va dire, pour exercer des missions de sécurité civile. Et donc, vous n'avez pas finalement de compétences territoriales en tant que telles. Vous êtes un renfort national des moyens locaux de sécurité civile ou projetables lors de catastrophes à l'étranger. Et finalement, si je résume en vous entendant, vous êtes un peu la pointe avancée de la sécurité civile, à la fois très disponible du fait de votre organisation, de votre statut militaire, très mobile, projetable, y compris à l'international, et très, j'allais dire, opérationnel, dans le sens où vous vous entraînez au quotidien et vous avez des équipements extrêmement adéquats. Alors, moi, mes deux premières questions, finalement, toujours dans le sens de mieux vous connaître avant d'échanger sur la résilience, c'est finalement, j'aimerais savoir, étant donné que le facteur humain est le facteur essentiel, je suppose, dans votre capacité opérationnelle, finalement, quelles sont les carrières, quelle est l'origine des sapeurs qui servent, donc votre appellation, si je comprends bien, vous êtes des sapeurs sauveteurs
et pas des sapeurs-pompiers. Et donc, quelle est l'origine des sapeurs qui servent à la fois des sapeurs, j'allais dire, militaires du rang et des officiers, je suppose, qui viennent de l'école du génie. Enfin, vous allez nous dire, est-ce qu'il y a des liens communs avec les armées, des allers-retours avec le génie de l'armée de terre? Et puis, plus globalement, pour rester sur ce facteur humain, comment vous évaluez finalement le volume de vos forces, puisque certes, vous êtes 1401, j'ai noté, mais ça reste un volume, on va dire, qui ne permet pas d'atteindre forcément une masse critique extrêmement importante. D'ailleurs, c'est peut-être pas votre rôle, vu que vous êtes en renfort, vous êtes une pointe finalement qui a apporté des compétences discriminantes en renfort des renforts, des moyens territoriaux. Mais voilà, comment vous évaluez ce volume par rapport à votre mission, donc de 1400 personnels? Bien, monsieur le député, donc effectivement, le facteur humain est un point essentiel sur lequel je ne me suis pas attardé. Alors, nous sommes effectivement, comme vous l'avez souligné, des corps de troupes de l'armée de terre. Donc, l'organisation, la structure, la gestion RH est totalement identique à celle de l'armée de terre. À ce titre, nos officiers passent tous par l'école du génie d'Angers, avec des recrutements directs ou semi-directs, par l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ou d'autres recrutements. Les sous-officiers passent par Saint-Mexan et nos militaires du rang sont tous recrutés à travers les CIRFA, les centres de recrutement des armées, et donc suivent tout ce cursus initial par le système militaire. Nous assurons, nous, la formation initiale de nos jeunes recrues en interne au sein des USC. En revanche, nous suivons ensuite tous les stages de cursus sont assurés au sein de l'armée de terre. Ensuite, nous avons effectivement l'école du génie qui est notre maison mère, au sein de laquelle avec laquelle nous avons des relations importantes. L'école du génie a bien ces deux volets, le volet, on va dire, génie combat et le génie sécurité civile. Donc, nous sommes bien intégrés au sein de l'école avec des cadres qui, effectivement, peuvent alterner des postes au sein du Comformisc et des postes au sein de l'armée de terre, mais également du MINARM, au CPCO et dans d'autres structures. Donc, ça, c'était pour répondre à votre première question. Deuxième question sur les volumes. Alors, effectivement, nous sommes une petite unité, comparé à d'autres, 1401, j'y tiens à ce 8e poste. Nous avons effectivement eu une certaine baisse des effectifs depuis les années 2005 jusqu'à 2017, avec une stabilisation depuis. Je crois que, comme notre directeur général en a conscience, nous sommes arrivés à la limite des effectifs pour justement pouvoir agir sur tout le spectre des missions que je vous ai rapidement brossées. Et c'est bien dans ce cadre-là, à ce titre-là, que dans les travaux pour la LOPMI, nous avons exprimé la volonté et l'ambition de remonter en effectif pour déjà, d'une part, revenir sur ce niveau de 2005, où nous avions plus de 1500 sapeurs-sauveteurs, et d'aller même au-delà pour pouvoir justement mettre en œuvre de nouveaux matériels plus performants. Nous avons à prendre en compte maintenant des drones, des systèmes de communication beaucoup plus complexes. Donc tout cela exige d'avoir des gens, des cadres et des militaires du rang plus performants et mieux formés sur ces domaines-là, et enfin de pouvoir répondre à tous les besoins. Très bien, merci mon colonel. Alors si le président ne me coupe pas, je continue toujours pour mieux vous connaître. Alors sur le facteur humain, j'ai oublié de vous poser une question. Alors vous avez parfaitement répondu en disant finalement que vous êtes totalement intégré à l'armée de terre, donc école du génie, Saint-Mexan, CIRFA pour les militaires du rang, donc ça on le comprend très bien. Donc je suppose également, question supplémentaire, que vous avez potentiellement des réservistes au sein de votre unité, et c'est vrai que la capacité de disposer d'une masse de moyens peut être intéressante en termes de résilience, donc peut-être vous pourrez nous en dire un mot, et peut-être des réservistes d'ailleurs qui ont peut-être des doubles casquettes par rapport à des activités technologiques ou qui peuvent être SPV par ailleurs ou autres et apporter des compétences particulières en complément de celles que vous avez. Et quand même, j'aimerais qu'on puisse redire un mot au-delà de l'histoire sur finalement la logique qui fonde, on va dire, le recours à des moyens militaires pour ces missions de sécurité civile. D'ailleurs, on parle souvent de la règle des 4I, mais finalement, vous-même, vous êtes à disposition du ministère de l'Intérieur, donc vous êtes dans les moyens civils qui potentiellement ont besoin parfois d'être renforcés par rapport aux armées quand
un niveau plus important, on va dire, en volume est nécessaire. Mais voilà, aujourd'hui, finalement, qu'est-ce que vous répondriez aux citoyens qui vous disent, mais alors pourquoi c'est une telle complexité de devoir mettre des militaires à disposition de la sécurité civile? Je suppose que vous allez nous dire que votre statut militaire apporte une disponibilité très haute. Et je suppose enfin que pour les armées aussi, c'est aussi l'occasion de garder des capacités critiques au service de la sécurité civile. Et puis, c'est peut-être garder la capacité de disposer de moyens d'entretenir des compétences pour intervenir, y compris en zone de conflit, sur des choses où, heureusement, on n'a pas tous les jours à faire face, à intervenir dans des conditions très dégradées d'un point de vue technologique, d'un point de vue NRBC. Donc, voilà, quelle est cette logique, on va dire, d'entretenir ce jardin à la française? Monsieur le député, je vais essayer de répondre à toutes vos questions sans en oublier une. Je vais revenir donc sur les réservistes. Effectivement, nous avons des réservistes au sein de nos unités. Alors, une trentaine de réservistes, hein, c'est pas quelque chose qui est balbutiant, mais qui monte en puissance. De plus en plus, nous en avons, et ce sont souvent donc des experts qui viennent renforcer les bureaux opérations, qui peuvent être engagés en mission lorsque nous devons renforcer des centres opérationnels départementaux, les COD, et ce genre de choses. Donc, nous y avons recours de plus en plus. Je voulais revenir aussi sur les SPV, sur les pompiers volontaires, pour montrer qu'effectivement, nous avons près de 30% de nos jeunes sapeurs-sauveteurs qui sont également pompiers volontaires dans leur village ou leur ville d'origine. Donc, on a un lien très fort culturel entre les formisques, bien sûr, et le monde du secours. Nos jeunes qui s'engagent d'abord par passion de ce métier et trouvent au sein de nos unités, si vous voulez, cet équilibre unique et très intéressant du monde militaire organisé comme un régiment de l'armée de terre classique et à la fois des missions de secours. Donc, un lien très, très fort avec les SDIS, bien sûr. Alors, la logique des recours de nos moyens formisques, effectivement, étant mis pour emploi au ministère de l'Intérieur, nous n'avons pas à tenir compte de la règle des 4I. C'est bien le préfet, directeur général de la sécurité civile, qui décide de notre emploi et nous n'avons pas à en référer, je dirais, au ministère des Armées sur les missions telles qu'elles sont prévues pour nous dans le cadre de la défense. Donc là-dessus, cette logique de recours, elle est naturelle. Moyens militaires, alors effectivement, on peut s'interroger sur des moyens militaires. Je dirais que c'est d'abord l'histoire. Nous savons que la BSPP a été créée suite au drame de l'ambassade d'Autriche, que les marins-pompiers de Marseille également. Je vous ai cité tout à l'heure la rupture du barrage de Malpasset qui a été l'élément déclencheur. Donc, je crois que cette polyvalence des moyens avec une action combinée de moyens militaires et civils est quelque chose qui marche bien en France. On peut le constater dans nos moyens territoriaux. Et enfin, ce statut militaire, vous l'avez souligné, permet en tant que pion, en tant que force d'action rapide, échelon d'urgence, d'avoir des unités, des IUSC qui sont immédiatement disponibles et qui peuvent surtout agir dans la durée. C'est-à-dire que nous ne sommes pas pris par des missions de secours au quotidien, comme les SDIS ou la BSPP. Et donc, nous avons à la fois le temps de nous entraîner et le temps d'être disponibles pour des missions de longue durée. Lorsque nous sommes partis sur Irma, certains sapeurs-sauveteurs ont mené des missions jusqu'à 3 mois, 4 mois, en fonction des situations. Donc, on est vraiment sur un engagement inopiné. Et c'est vrai que ce statut militaire permet cette souplesse d'emploi qu'on n'a pas forcément dans d'autres corps. Alors donc, ce système, si vous voulez, il est complexe effectivement quand on est de l'extérieur. Pour clarifier, et vous l'avez bien résumé tout à l'heure, voilà, nous sommes l'échelon national, le pion à la main de l'État pour venir renforcer un dispositif local, territorial qui ne pourrait pas faire face à une catastrophe majeure. C'est bien ce titre-là que nous intervenons au profit et aux côtés de nos camarades sapeurs-pompiers. Alors, l'intérêt pour les armées, je pense qu'il est intéressant. D'ailleurs, si nous sommes là, c'est que les armées y voient un intérêt. Je crois que d'une part, ça permet de souligner le lien très fort qui existe entre le monde militaire et son pays et ses concitoyens. C'est-à-dire que nous sommes là pour sauver nos concitoyens dans la détresse. Et donc, les armées peuvent, à travers nos unités, témoigner de cet engagement au quotidien au profit de la population. Je pense qu'il y a aussi un intérêt d'avoir ces unités parce que, étant
militaire, nous avons cette souplesse d'emploi pour intervenir, comme je l'ai dit tout à l'heure, en situation de conflit. Nous avons pu être employés à plusieurs reprises pour évacuer des ressortissants. Je vais vous citer Beyrouth en 2006. Nous avons participé à l'évacuation des ressortissants d'Afghanistan cet été, aux côtés des forces armées, pour prendre en compte les populations réfugiées et les accueillir. Donc, on est vraiment, je pense, cet outil qui permet à son niveau de venir finalement s'intercaler entre, bien sûr, les missions propres aux Minarmes et celles du ministère de l'Intérieur, avec cette dualité qui nous permet de combler cet espace parfois qui pourrait être absent. Ok, très bien. Et donc, je comprends bien votre logique par rapport à la réserve, parce que donc, vous avez une réserve de spécialistes, mais finalement, votre logique, finalement, c'est pas d'être l'unité qui apporte une masse de moyens, mais finalement d'être là vraiment en hyper spécialiste et en renfort des unités territoriales, d'où le fait que vous conceviez la réserve davantage comme des spécialistes qui apportent de compétences rares, plus que comme une approche de fournir une masse importante. Et bon, j'aurais encore beaucoup de questions à vous poser, mais je vois que j'ai d'autres collègues qui sont connectés, donc Monsieur le Président, je propose de leur passer la parole si vous en êtes d'accord. Oui. Alors, je crois que j'ai d'autres collègues qui sont présents, qui souhaiteraient intervenir. Peut-être Madame Mouborgne. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je voulais saluer l'UCET. Enfin, moi, je suis la députée du Var, donc j'ai l'UCET dans mon département que je vois assez régulièrement. Comme l'a dit Monsieur Gassilou, le rapporteur, je suis rapporteur du budget de l'armée de terre. Moi, en fait, j'avais envie de vous poser une question un peu volontairement provocatrice. Si moi, je suis une grande fan des forces de sécurité civile, c'est en fait depuis nos auditions, là, depuis quelques heures, on a finalement l'impression que chacun se prévaut de ses spécialités et que, notamment sur l'aspect NRBC, il y a une espèce de course à l'échalote sur qui est le plus spécialiste, etc. C'est un peu provocateur, hein, mais c'est volontaire. Finalement, est-ce que vous considérez comme étant le maillon d'une chaîne de résilience, puisque finalement, si on est certain de pouvoir compter sur vous au regard des effectifs que vous représentez, et vous le disiez vous-même, et moi je suis tout à fait favorable à ce qu'on augmente vos effectifs, est-ce que vous avez du partage d'expérience? Est-ce que par exemple avec le 7e Dragon, avec la Brigade des Pompiers de Paris. Comment en fait vous organisez cette capacité de résilience plus forte que votre effectif propre? Si ce n'est pas clair, je précise. Oui, Madame la députée, bonjour. Alors, effectivement, je pense que nous sommes un maillon de cette chaîne de la résilience, et plus particulièrement sur le risque NRBC, comme vous l'évoquiez. Je n'ai pas la prétention de dire que nous sommes les meilleurs spécialistes. Je pense que voilà, nous avons vocation, encore une fois, à venir compléter l'échelon local. Mais c'est vrai que nous avons également des spécialistes qui travaillent, et c'était pour répondre à votre deuxième question, dans un total partage d'expérience au sein d'une communauté de gens qui sont des experts du domaine NRBC. J'ai cité tout à l'heure le DCIT, le Détachement Central Interministériel d'Intervention Technique, qui est un organisme piloté, comme vous le savez peut-être, par le SGDSN, dans lequel nous retrouvons des gens du CEA, du LCPP, avec lequel nous avons bien sûr un partage d'expérience, des expérimentations ensemble de moyens, un peu spécifiques pour détecter des menaces, pour atténuer des risques, par exemple. Et donc, nous avons ce partage avec eux. Nous avons également un partage local. Nous travaillons, nos stages et nos formations se font quasiment systématiquement avec d'autres stagiaires, d'autres unités. Des unités militaires, vous avez cité le 2e régiment de Dragons de Fontevraud, avec lequel nous avons des liens, et notamment l'unité de Nogent-le-Rotrou, l'unité voisine, en tout cas la plus proche, travaille régulièrement. Et également, de nombreux stagiaires de SDIS viennent chez nous pour se former. Donc, il y a un vrai partage d'expérience dans cette communauté. Après, voilà, lors de grands événements et lors d'exercices zonaux, notamment, ce sont souvent les zones qui sont l'acteur qui permet de s'entraîner. Les IUSC sont déployés également
dans le cadre de ces activités en mettant en œuvre des moyens spécifiques. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Je laisse la parole. Oui. Madame Bureau-Bonnard, peut-être? Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur et messieurs, merci pour vos propos et puis vos explications. Bah, écoutez, en question, ça serait peut-être plus, vous avez parlé justement d'événements particuliers sur lesquels vous êtes intervenus, le fait de travailler avec les autres forces de sécurité et en appui ou en opérationnel déjà pour vous, mais quels sont les éléments parce que peut-être, excusez-moi si j'ai un moment où je n'ai pas pu entendre la totalité de votre propos, quels sont les éléments que vous souhaitez qui sont retirés ou tirés en fait des différents événements que vous avez subis ou en tout cas sur lesquels vous êtes intervenus, et notamment, même si ce n'est pas obligatoirement, vous l'avez dit par rapport au Covid, quels sont les éléments que vous mettriez en valeur et sur lesquels peut-être il y a encore des choses à travailler et sur lesquels nous, en tant que députés, on pourrait être en appui. Et pardon si vous avez certainement déjà donné quelques éléments, mais je vous remercie, ça permet de les préciser peut-être. Je vous en prie, Madame la députée. Écoutez, je vous propose de prendre la catastrophe Alex, peut-être pour illustrer justement cette spécificité que sont les FOMISC et pour illustrer un petit peu le panel des missions. Tout d'abord, lors de cette catastrophe de l'année dernière, les unités, comme je l'ai dit tout à l'heure, par le contrat opérationnel, ont pu très rapidement, dans la nuit, mobiliser justement une réponse massive. Alors massive, tout est relatif par rapport aux effectifs du MINARM, mais dans la nuit, nous avions déjà 300 sapeurs-sauveteurs qui étaient engagés au plus fort de la crise dans la nuit pour intervenir et secourir des populations et qui ont permis plus d'une soixantaine de sauvetages de bâtiments qui étaient pris dans les eaux. À travers cette crise, nous avons pu mettre à l'abri des personnes, nous avons pu faire de la reconnaissance de berges avec des équipements type drone et des équipements spécialisés, rétablir des itinéraires avec nos agents de travaux publics, gérer des flux logistiques avec notre capacité à mettre en place très rapidement des centres opérationnels de crise, produire de l'eau potable, également rechercher des victimes disparues et assurer des liaisons qui étaient tombées. Donc, par le biais de moyens de communication satellitaires, nous avons en permanence pu garder la liaison entre tous les hameaux qui étaient coupés du reste du monde pour assurer une permanence de ce lien, garantissant des secours d'urgence si nécessaire pour les populations qui étaient les plus frappées. Donc, en termes d'enseignement, si vous voulez, de cette crise, et pour valoriser ce que sont les FOMISC, je pense que ça a permis d'illustrer, encore une fois, cette complémentarité. C'est un peu un leitmotiv, et je pense que c'était réel, puisque la zone était vraiment sous le choc du traumatisme de ces catastrophes, et ce sont des moyens extérieurs qui sont venus renforcer au plus fort de la crise, localement, pour secourir ces populations. Il y a eu aussi donc, des liens importants avec les moyens aériens, et je dirais que le travail que nous menons régulièrement, tant avec les moyens de l'armée de terre, la LAT, notamment l'été, sur la campagne de feux de forêt, nous a permis de très rapidement et très facilement mettre en œuvre des moyens, déployer des équipements par le biais de ces moyens aériens, par ces vecteurs aériens de l'armée de terre. Enfin, la rusticité militaire que nous cultivons a été aussi un atout majeur. Il a fallu d'emblée agir, bien sûr, dans la crise, mener certaines ascensions importantes par voie terrestre, à pied, pour apporter des équipements, de la nourriture auprès des populations éloignées, dans un théâtre difficile, exigeant. Et donc, c'est bien cette capacité à encaisser le coup, à rester sur des séquences de 36-48 heures, quasiment sans dormir, qui ont été une réelle plus-value dans l'engagement des secours. Et enfin, je pense que cette polyvalence, comme je voulais souligner, d'action, elle a pu être illustrée à travers toutes ces missions et tous ces modules que nous avons mis en œuvre. Et ça, donc, au plus fort de la crise, dans la nuit, jusque 2 mois après, nous avions encore des sapeurs-sauveteurs qui étaient présents et qui continuaient la production d'eau potable pour les villages impactés.
Maintenant, pour revenir un petit peu sur les points qu'il faudrait valoriser et développer, alors je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, effectivement, nous avons toujours besoin de poursuivre notre recherche et notre développement de moyens, je dirais, robustes et modernes. Hein. La numérisation reste toujours un enjeu pour nous important. Le développement des drones est un outil pour nous essentiel qui facilite également, qui nous permet de faciliter donc les reconnaissances pour des feux de forêt, pour des catastrophes, pour intervenir au plus vite. Nous avons toujours besoin d'équipements, de camions de lutte contre les feux de forêt qui sont des camions polyvalents qui interviennent lors d'inondations parce que ce sont des véhicules hauts et rustiques et pour tout un tas d'autres missions. Et enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, face aux grands événements qui arrivent, la Coupe du monde de rugby, les Jeux olympiques, et voilà, ce besoin croissant d'équipement, voilà, nous avons exprimé une volonté de remonter en effectif pour pouvoir un petit peu asseoir cette polyvalence, parce que le couteau suisse Formisk, aujourd'hui, est arrivé, je pense, à ses limites de capacité. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, ce sont nos dronistes, nos télépilotes, sont également les agents, enfin les maîtres chiens du régiment. Donc, ils ont tout un tas de missions simultanées. Nos trésoriers ou nos responsables RH sont aussi engagés l'été sur les feux de forêt parce qu'on a besoin de renforts pour assurer cette mission. Donc, tous les sapeurs-sauveteurs, du commissaire responsable financier jusqu'au sapeur-sauveteur, ont tous plusieurs casquettes, ce qui est aussi très valorisant dans le métier. Attention, c'est vraiment pour nous une plus-value essentielle. Mais voilà, on voit que le risque d'événements majeurs catastrophiques peut être croissant, je dirais peut-être pas nouveau, mais en tout cas dans l'ampleur serait croissant. Et donc, il est important de pouvoir garder et garantir cette pérennité de notre action en tout temps, en tout lieu. Et c'est pour nous un vrai enjeu parce que être en permanence capable de projeter une compagnie dans chaque unité polyvalente, ça nécessite d'avoir des gens formés dans tous les domaines. Et donc, cette bataille de la formation, pour nous, elle est essentielle pour pouvoir répondre au contrat opérationnel. Très bien, merci mon colonel. Je pense que ça correspond à la réponse qui était attendue par mes collègues. Moi, finalement, j'aurais une dernière question il me reste deux questions. C'est une sur l'articulation, on va dire, avec votre militarité et votre mission, et une sur les moyens internationaux. Sur la question de la militarité, on voit que c'est un atout pour la résilience, hein, du fait du statut, de la rusticité, de la culture de planification, etc. Et tout à l'heure, vous avez aiguisé ma curiosité quand vous avez parlé du soutien mécanique ou sanitaire au sein du détachement. Et donc, je voulais savoir si vous avez pu échapper d'une certaine manière à la réforme du soutien interarmé de ces 20 dernières années du fait de votre emploi au profit de la sécurité civile et plus globalement de la PEGP également, parce qu'on comprend bien que vous avez à gérer des pics d'engagement et que vous avez moins la capacité à gérer des parcs avec des vocations spécialisées peut-être que le reste de l'armée. Et puis, pour bien comprendre également en termes de nomenclature budgétaire, vous dépendez bien de la nomenclature budgétaire du ministère des Armées, si j'ai bien compris. Donc, vous êtes bien interne-LPM ou au contraire, vous êtes hors LPM. Et donc, finalement, comment se passent les questions budgétaires pour vous, ce qui nous intéresse, nous, en tant que députés, dans le cadre des projets de loi de finances. Alors, effectivement, nous ne sommes pas dépendants de la LPM et nous sommes bien sur le budget du ministère de l'Intérieur à travers le programme 161 Sécurité civile. Et donc, finalement, tout découle de cela. Pour répondre à toutes vos questions, c'est bien le fait d'être sur les budgets du ministère de l'Intérieur que nous avons cette souplesse qui nous est encore conférée. Tout d'abord, je voudrais souligner l'excellent état de nos matériels. Et nous avons une disponibilité technique opérationnelle qui est très, très intéressante. Hein. Nous sommes régulièrement à plus de 90% de disponibilité de nos équipements majeurs, ce qui est pour nous extrêmement rassurant et satisfaisant dans l'accomplissement des missions. Et c'est cela grâce à l'effort consenti par le ministère de l'Intérieur et la DGSTGC à notre profit. Pour cela, juste une parenthèse, donc nous avons bien effectivement des régiments qui ne sont pas embasés. Chaque régiment est autonome, comme ont pu l'être les régiments de l'armée de terre il y a 30 ans. Donc à ce titre, chaque régiment possède ses ateliers, possède son service de santé avec ses médecins, possède son autonomie financière. Et donc, nous avons gardé, je pense, cette liberté d'action au sein de nos unités qui est garante de notre réactivité
pour les crises. Donc, ce soutien est autonome et nous bénéficions également, comme j'ai dit tout à l'heure, des ESOL, nos établissements logistiques, au sein duquel se trouve la réparation et la maintenance de niveau le plus élevé, du niveau 3, pour comparer avec l'armée de terre. Donc ce budget, voilà, totalement pris en compte. Je ne veux quand même pas ignorer, et je voudrais souligner que l'armée de terre voilà, fait un effort important à notre profit, puisque les formations initiales se font au sein de l'armée de terre. Nos cadres sont formés, comme j'ai dit tout à l'heure, à Angers, passent par les écoles d'officiers, Saint-Mexan, etc., etc. Donc, l'armée de terre, à sa manière, garantit une ressource qui est déjà qualifiée au profit du ministère de l'Intérieur. Très bien, donc cette fois, j'ai parfaitement compris la manière dont tout ça est articulé. Et donc, si j'ose dire, vous bénéficiez du meilleur des deux mondes, finalement, à la fois de la culture de la militarité et en même temps, vous avez vous avez échappé à la réforme des soutiens. Mais, enfin, je dis ça en étant un peu, en ayant bien conscience que votre statut militaire ne doit pas toujours être facilement compris à l'intérieur de votre ministère d'Emploi et que vous n'avez pas forcément que ça ne nous apporte pas forcément que de la facilité au quotidien. Alors, j'aimerais terminer là, comme il nous reste une dizaine de minutes, je ne sais pas si mes collègues ont d'autres questions, se signaleront si nécessaire, sur une approche plus internationale, puisque la résilience, on va dire, est fondée sur la capacité à fournir à un instant T une masse de moyens disponibles. Et donc, on a des moyens importants en matière de sécurité civile, mais qui, dans des conditions exceptionnelles, ne peuvent pas toujours être suffisants, puisqu'on ne peut pas s'organiser pour faire face forcément à toutes les situations en permanence. Et donc, vous avez parlé dans votre introduction du mécanisme de protection civile de l'Union européenne. Vous avez dit que 17 modules étaient fournis par les FORMISC. Alors, j'ai pu noter 17 modules sur combien. Et donc, est-ce que vous pourrez nous redire finalement comment on s'organise à l'échelle de l'Union sur notre capacité, j'allais dire, à faire interagir l'ensemble des unités pour les préparer potentiellement à être en mesure de combiner leurs moyens pour intervenir soit sur le territoire de l'Union, soit à l'étranger, sachant qu'on imagine bien que tout ça n'est pas forcément très facile parce qu'il y a des contraintes juridiques, il y a la barrière de la langue. Mais voilà, peut-être vous pouvez nous brosser un tableau un peu plus général sur la collaboration internationale, j'allais dire, en matière de sécurité civile, voire même en poussant un peu les frontières de l'Union, puisque vous avez même parlé de l'hôpital de campagne Escrime, qui répond à un référentiel de l'OMS. Donc, vous pouvez peut-être nous dire même si à l'échelle internationale, il y a des concepts de renfort mutuel pour finalement agréger les capacités de sécurité civile de différents pays. Alors, effectivement, vous l'avez souligné, les formations militaires de la sécurité civile sont très intégrées au sein du mécanisme européen de sécurité civile, de protection civile. Et pour faire un parallèle peut-être avec l'Europe de la défense, l'Europe de la sécurité civile fonctionne très bien et très active. Et ce dynamisme, finalement, a permis à nos unités d'être un élément moteur dans la construction de ce mécanisme européen, qui aujourd'hui s'appelle le mécanisme de protection civile de l'Union. C'est ça, le MPCU. Alors, si vous voulez, en fait, nous avons effectivement des modules qui sont inscrits, qui sont enregistrés au sein de ce mécanisme, c'est-à-dire que l'Union européenne a certifié un certain nombre de modules, donc des modules feux de forêt, des modules de sauvetage déblaiement, inondation, où là, finalement, nous avons repris l'organisation et les structures telles que nous les avons en place pour des catastrophes nationales, que nous avons dupliquées pour l'Europe. Et donc, à travers des contrôles, des évaluations faites par des spécialistes de l'Union européenne, nous avons pu enregistrer ces modules qui sont disponibles si jamais la France accepte de détacher ces modules au profit d'une action sous la tutelle de l'Union européenne. L'avantage pour la France et pour le ministère de l'Intérieur, c'est que ces missions sont remboursées quasiment en totalité, notamment pour la projection. On sait que c'est un élément dimensionnant budgétairement, à hauteur de 85% remboursé par l'Union européenne. Donc, si vous voulez, nous avons 17 aujourd'hui, les 17 modules certifiés FORMISC
sur les 18, puisque le 18e correspond au module des Canadair du groupement des moyens aériens de la sécurité civile, qui eux aussi sont certifiés et à ce titre-là peuvent être engagés sur des feux au sein de l'Union européenne ou à l'étranger. Donc ce mécanisme nous garantit une norme où nous devons être capables, à l'instar de ce que nous faisons en France, d'être projetés sur un très court préavis et d'être capables d'être autonomes, en logistique notamment, sur plus de 15 jours. C'est-à-dire que nos détachements ont cette particularité à chaque fois de partir avec notre autonomie en nourriture, notre autonomie sanitaire, nous partons avec nos médecins urgentistes et nos infirmiers, notre autonomie logistique, nous avons nos tentes et nos lipicos qui nous permettent donc d'être projetés dans des théâtres déstructurés, parce que le risque, sinon, c'est que tous les pays veulent intervenir, mais finalement deviennent des charges pour le pays frappé par la catastrophe. L'intérêt, c'est bien de pouvoir arriver totalement autonome et intervenir directement pour soulager les populations. Ce mécanisme, il est aussi entraîné et valorisé par des formations. Il existe beaucoup de formations européennes qualifiantes au sein desquelles nous envoyons régulièrement nos officiers pour acquérir des certificats qui valident des compétences pour travailler en état-major justement européen. Enfin, nous avons beaucoup d'exercices qui sont financés par l'Union européenne, au sein duquel nos modules s'entraînent pour justement garantir cette interaction, cette interopérabilité entre des modules français, italiens, espagnols, si jamais nous devions être engagés ensemble. Très bien, merci mon colonel. Et donc une dernière question, comme j'ai encore quelques minutes sur ce sujet-là. Alors déjà, c'est d'une certaine manière rassurant de voir que l'Europe de la sécurité civile fonctionne bien, alors qu'on connaît, on va dire, certaines difficultés, on va dire, sur l'Europe de la défense. Mais c'est vrai qu'en matière de sécurité civile, peut-être que la doctrine d'emploi est beaucoup plus consensuelle. C'est beaucoup plus consensuel de porter assistance que d'utiliser la force, où là, on peut avoir des approches, on va dire, des doctrines différentes d'un pays à un autre, voire même des cadrages institutionnels très, très différents. Pour autant, on a quand même l'impression que l'emploi mutualisé de moyens européens, enfin de moyens de chaque État membre de l'Union européenne n'est pas forcément très courant. Est-ce qu'il peut avoir d'une certaine manière un orgueil de chaque pays à ne pas solliciter l'aide du voisin, ou est-ce que la distance fait que et l'urgence d'intervention fait qu'on recourt difficilement au pays du voisin? Voilà. Est-ce que vous avez bien présenté l'organisation en tant que telle, de comment on s'apprêtait à faire face, mais sur l'emploi finalement, sur l'utilisation, l'activation de ce mécanisme de protection civile, est-ce que selon vous, il est souvent activé? Quels sont les cas qui fonctionnent bien? On a plutôt l'impression que les Canadair, on sait bien les mobiliser. Quels sont les cas où on pourrait plus facilement y recourir? Voilà, est-ce que vous pouvez nous faire un petit panorama sur l'emploi, l'activation de ce mécanisme de protection civile? Oui, alors ce mécanisme de protection civile est de plus en plus souvent activé, donc je pense qu'il fonctionne bien. Je vous donne plusieurs exemples, notamment cet été, lors des feux en Grèce, puisque nous avons été engagés avec des modules de lutte contre les feux de forêt, et nous avons donc été projetés avec d'autres unités espagnoles, allemandes, qui ont pu intervenir. Donc nous étions aux côtés de ces unités européennes au profit de la Grèce. Autre exemple, le 15 juillet en Belgique, nous avons engagé un module inondation au profit des populations belges pour venir aussi secourir notamment la région de Liège qui était dévastée. Donc ce mécanisme, si vous voulez, il est jeune. C'est un mécanisme qui a maintenant peut-être 10-20 ans, qui monte en puissance. Mais en tout cas, il est de plus en plus souvent utilisé, et notamment aussi avec ses moyens terrestres. Également, à l'étranger, Haïti cet été, suite au séisme qui s'est déroulé sur l'île, nous avons engagé un module de production d'eau potable et qui était engagé avec d'autres modules, un module d'hôpital de campagne, je crois, suédois, et un état-major constitué de différents spécialistes de l'Union européenne piloter les différents modules qui étaient engagés, dont notre module français de production d'eau potable. Donc je pense qu'il y a une vraie… Alors, tout est perfectible, bien sûr, mais on assiste quand même à une volonté commune et partagée par les pays de l'Union d'être prêts à assumer
le renfort d'autres structures, notamment quand les coûts sont élevés. Très bien. Et on espère que ça ne conduira pas chaque pays à diminuer son engagement national en disant qu'au cas où je pourrais compter sur le voisin, ce qu'on appelle en économie le phénomène du passager clandestin, et ce qui conduit par exemple certaines alliances militaires à dire vous faites partie de l'alliance, mais vous avez un minimum de taux d'investissement, comme les 2% du budget de l'OTAN. Voilà, peut-être pour terminer, une toute dernière question. Vous qui avez ce regard un peu international, comment finalement vous jugez l'investissement, notamment de nos pays voisins en matière de sécurité civile? Est-ce que vous jugez que la France a un niveau d'effort, on va dire, comparativement à ses voisins, on va dire, qui est égal, qui est plus important, qui est moins important, notamment quand on regarde les Espagnols, les Allemands? Est-ce que vous voyez à l'échelle européenne parfois des pays qui sont des lanternes rouges et qui structurellement n'investissent pas assez? Voilà, est-ce que vous avez ce regard global, bien que ce doit être des données difficiles à collecter? Alors, je n'ai pas de regard global sur les autres pays, sur leur niveau de contribution. Ce que je peux vous dire, c'est que la France est extrêmement active, en tout cas au sein de l'Union européenne, sur ce mécanisme de protection civile. La France est le premier contributeur de modules, comme je vous ai dit tout à l'heure, au sein du mécanisme. Et donc, la France a été vraiment ce leader qui a permis de constituer cette spécificité d'engagement au sein de l'Union européenne de la protection civile. Après, chaque pays européen a des structures différentes. La structure française est atypique. Je vais donner un autre exemple. L'Espagne, aujourd'hui, dispose d'unités militaires de l'urgence, les UME, qui, elles, sont restées au sein du ministère de la Défense espagnol. Donc, on est encore sur un autre portage. Donc, je crois que chaque pays a des structures très distinctes. L'Allemagne également. Enfin, voilà. Mais globalement, le culte de la mission est partagé par tous, et cette volonté, vous l'avez souligné tout à l'heure, d'une protection civile européenne est quelque chose qui fédère naturellement. Et je pense que dans ce domaine-là, en tout cas, la France, elle, effectivement, a un rôle moteur et majeur dans ce domaine-là. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vous ai pas répondu à la question, mais c'est le cas avec l'OMS et notre hôpital de campagne qui sera certifié prochainement. C'est le cas au sein des Nations Unies, au sein de la communauté de sauvetage et développement, au sein de laquelle la France est aussi leader. Et donc, je crois que ce sont des vecteurs importants d'influence et de soft power, si j'ose dire, français, qui sont pour moi, à mon sens, des leviers importants et qui témoignent de l'action de la sécurité civile française. Très bien, bah, écoutez, merci beaucoup mon colonel pour toutes ces interventions. Je pense qu'on peut vous dire qu'on est rassuré sur le fait qu'en cas de catastrophe, nos secours plus territoriaux, qu'on connaît bien au quotidien, seront en mesure d'être appuyés, on va dire, par les formations militaires de la sécurité civile. Et on vous remercie pour tout cet engagement du quotidien, vous et vos hommes et femmes. Et puis pour votre intervention de ce jour également qui permettra d'éclairer utilement nos travaux concernant la résilience nationale. Donc, merci beaucoup pour tout ça et puis bonne journée à vous. Merci, monsieur le député, et merci pour votre invitation, en tout cas, pour présenter rapidement l'effort MISC. C'était pour nous très, 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 très important. Merci à vous. Merci. Très bonne journée à vous. Au revoir, monsieur le député.
Voilà. Mes chers collègues, nous avons le plaisir d'accueillir le général Jean, commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. On dit souvent que c'est la BSPP. Je rappelle que cette audition en visioconférence est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Mon général, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Le 19 novembre dernier, notre mission d'information a entendu le contrôleur général Hugues de Rognancourt, représentant de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, des sapeurs-pompiers civils. Cette audition nous aidera à préciser certains aspects opérationnels de l'action des sapeurs-pompiers de Paris et à cerner les enjeux spécifiques au territoire correspondant à votre périmètre d'intervention, à savoir Paris et la Petite Couronne. La capitale est en effet exposée, peut-être plus que tout autre territoire, à des menaces mettant en jeu à la fois la vie de millions de Français et des fonctions vitales pour le pays. Elle est également exposée au risque quasi inéluctable de crues centenales, dont il est difficile d'évaluer les conséquences. Et peut-être vous nous direz comment vous vous préparez à faire face à cette éventuelle crue. Nous serons donc heureux de vous entendre sur la façon dont la BSPP est organisée pour parer au scénario de crise majeure, sur ses moyens, mais aussi sur les recommandations que vous pourriez formuler pour que la population soit mieux préparée à faire face. Je vous propose de commencer par une intervention d'une dizaine de minutes et nous pourrons ensuite poursuivre les échanges sous la forme de questions-réponses. En général, vous avez la parole. Très bien, je vous remercie, monsieur le député, et bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent. Alors, écoutez, je vais vous présenter très succinctement la brigade, sans rentrer dans l'organisation de la brigade en elle-même. Je vais plutôt axer le propos sur cette notion de l'action de la brigade dans un cadre de résilience, ou en tout cas de maintien d'activité au sein de son territoire et de ses 4 départements. Bon, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, je vais le dire comme ça, c'est une unité qui sert à amortir les chocs. Et si on se place dans un événement majeur, avec une consonance nationale, la pandémie par exemple, les atouts, la force de la maison, de la BSPP, ça commence déjà par sa capacité à être autonome et la polyvalence de son personnel. J'explique rapidement. En autonomie, la brigade dispose de tous ses soutiens, c'est-à-dire qu'on répare nos camions, on intervient dans notre infrastructure, on est autonome pour la préparation de nos repas, mais aussi pour notre habillement, pour la détermination des matériels que nous allons mettre en œuvre ou que nous allons éventuellement solliciter auprès des industriels. Donc, on a vraiment une très forte autonomie, une autonomie réelle de au moins une semaine en autonomie totale sur l'alimentation, la capacité à vivre et pouvoir délivrer un secours, et 3 mois sur les énergies, dans la mesure où on sert de réserve institutionnelle d'État pour la partie police et pompiers sur le secteur qui est le nôtre. 3 mois en carburant et donc en énergie. Toutes nos casernes ont des groupes électrogènes, ce qui nous permet quand même de pouvoir, là aussi, faire face à un choc. Polyvalence de nos pompiers de Paris. Le pompier de Paris, qu'il soit administratif ou directement versé dans l'opérationnel, a été formé au secourisme opérationnel. Et donc, notre personnel, c'est 6000 à peu près 800 pompiers de Paris qui sont dans les camions et un back-office d'un peu moins de 2000 personnes. Pour autant, face à une crise, les 2000 personnes peuvent être engagées, les 2000 du back-office. C'est ce que nous avons fait dans la vaccination, c'est ce que nous avons fait dans la crise de la pandémie, où nous avons armé des ambulances supplémentaires grâce à la capacité secouriste opérationnelle de ce personnel administratif. C'est une différence avec nos camarades sapeurs-pompiers professionnels, puisque moi, je n'ai pas de PATS, je n'ai pas de personnel technique administratif, j'en ai, mais il est habillé en bleu et il est formé pompier. Deuxième point, la brigade, c'est quand même une unité militaire. Donc, on a une véritable capacité à durer, à encaisser le choc, à vivre en rusticité et dans la sobriété, frugale, d'une part, et peu consommateur de ressources. Ça, c'est un petit peu la formation militaire. Ensuite, on a un esprit de corps très fort. Nos gens viennent prendre des gardes de 24, 48, voire 72 heures, vivent les uns avec les autres. Les familles des cadres vivent dans les casernes, en proximité de l'ensemble des personnels. Et donc, on peut dire qu'il y a un esprit de famille qui se développe dans cette maison, qui fait qu'on a quand même une part de notre population qui comprend parfaitement l'engagement dans une crise et ce que ça peut révéler derrière, c'est-à-dire le soutien commun, la pénibilité peut-être de vivre dans ces conditions-là, mais je le répète, l'esprit de corps, l'esprit de famille qui est extrêmement fort pour pouvoir durer dans la traversée d'une crise majeure. Ensuite, le statut. Comme vous l'avez dit, nous sommes militaires. Et dans le statut, il y a 5 principes qui sont quand même déterminants. Les 2 premiers principes, c'est neutralité, loyauté. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas de la question de savoir si l'ordre est bon ou l'ordre n'est pas bon. On intervient immédiatement auprès des institutions qui nous demandent loyauté, neutralité.
Le troisième point, c'est la discipline, discipline intellectuelle comme discipline dans l'action. Quatrième point, c'est la disponibilité. Le sapeur-pompier de Paris, déjà dans sa vie de tous les jours, fait 3040 heures par an. C'est consigné dans un rapport de la Cour des comptes. Là-dessus, j'invente rien. Vous pouvez très facilement y avoir accès, puisqu'on a été contrôlé il y a 2 ans. Donc, si vous voulez, à partir de là, il n'y a pas de question de savoir si on est disponible ou pas disponible. Et puis, le dernier point, c'est l'esprit de sacrifice. C'est-à-dire que, vous le savez bien, le militaire, dans le statut général du militaire, ce n'est pas une notion d'accident de travail ou autre, c'est une notion de culte de la mission et on va au bout de la mission. Malheureusement, l'histoire de la brigade est parsemée des pertes au feu et les 2 derniers étaient notamment lors de l'explosion de la rue de Trévise il y a 2 ans. Donc le statut a quand même une vraie plus-value dans la confrontation à la crise. Ensuite, dans notre mode d'action, la brigade, elle travaille sur un territoire, comme vous l'avez très bien dit, et au sein de ce territoire, elle est repérée comme un acteur public majeur. Et elle aussi a repéré autour d'elle un certain nombre d'institutions et d'acteurs publics majeurs avec lesquels nous avons l'habitude de travailler au quotidien. Et ce rapport interservice, cette relation interservice dans notre mode d'action et dans la façon de travailler sur le territoire est déterminante lorsque survient une crise majeure. Pourquoi? Parce qu'on connaît nos interlocuteurs, nous avons l'habitude de travailler avec. Et ça prend son sens, justement, face à une crise, face à quelque chose qui nous dépasse, de travailler encore mieux, plus vite, et de mettre en commun l'ensemble de nos moyens, avec un respect de la subsidiarité. Vous comprenez? C'est-à-dire que chacun sait exactement ce qu'il a à faire. Il faut laisser un petit peu d'initiative quand même aux échelons subordonnés. Et ça, c'est quelque chose que nous savons cultiver. Et une fois que j'ai dit ça, nous avons aussi l'habitude d'utiliser ce que j'appellerais les ressources communautaires, c'est-à-dire le partenariat privé-public. Sur un territoire, vous avez une obligation, dans le métier qui est le mien, de connaître nos interlocuteurs institutionnels. Nous avons également une obligation de connaître nos interlocuteurs privés. Le monde privé, le monde de l'entreprise, le monde économique est très important parce que souvent, dans une crise, on se retourne vers l'État et les institutionnels. On oublie que derrière, vous avez des gens qui sont aussi rompus à faire fonctionner des entreprises, à faire fonctionner des chaînes logistiques qui ont de vrais savoir-faire. Et ces partenariats, je vous garantis, monsieur le député, c'est quelque chose que nous vivons au quotidien et c'est quelque chose que nous souhaitons continuer de faire vivre. Je vous donne un exemple très simple. La pandémie, le premier mois de la pandémie, nous avions des masques, mais vous l'avez tous entendu, c'était un problème de masques. Les entreprises privées qui sont sur le secteur de la brigade se sont mis naturellement à notre disposition, comme nous avons été à leur contact, pour nous fournir leurs réserves stratégiques, ce qui nous a permis, au moins dans le premier mois de crise, de ne pas surcharger la sollicitation institutionnelle, d'être en autonomie, et je reviens sur mon premier point, l'autonomie est essentielle, en s'appuyant sur cela. Et puis, nous avons une habitude à donner confiance. Si vous avez eu l'occasion de venir sur nos interventions, le sapeur-pompier de Paris est là pour donner confiance. Et cette confiance, c'est une force et une manière de marquer le leadership dans la gestion de crise. Et marquer le leadership dans la gestion de crise, vous savez que c'est déterminant. C'est-à-dire qu'on offre un chemin, on offre une vision, et une vision qui est toute applicative. On n'est pas juste dans la parole, on est dans l'action également. Je vous dis aujourd'hui, nous avons pris plus de 30 000 personnes en charge malades de la Covid, et au moment où je vous parle, on a vacciné plus d'1 100 000 personnes dans les différents centres dans lesquels nous sommes intervenus ou nous avons tenu en autonomie. Donc, je ne me paye pas de mots, je vous donne des chiffres. Et aujourd'hui, toutes les minutes, vous avez un engin de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris qui sort de la remise. Nous faisons 1533 interventions par jour en ce moment. C'est plus de 1400 minutes d'une journée. Et puis, permettez-moi d'arriver tranquillement sur mes 2 derniers points de présentation. La brigade n'est pas seule. Elle vit avec la jeunesse. Nous sommes extrêmement attentifs à la jeunesse puisque nous recrutons 1200 jeunes dans nos rangs chaque année. Et à côté de cela, nous participons à l'activation de différents dispositifs à hauteur de 1300 jeunes qui passent dans nos rangs, plus 750 réservistes. Les 1300 jeunes, c'est qui? Des volontaires du service civique, 250. Des jeunes sapeurs-pompiers de Paris, j'en ai 350. Donc les réservistes, j'en ai 750. Les stages de 3e, on en passe 400 par an. J'ai également des alternants, on en a une centaine. Donc quand vous mettez ça bout à bout, ce sont des gens qui restent dans leur vie une période significative à notre contact et qui ensuite repartent dans la société civile. Et je vous garantis que quelque part, il leur reste un fond de citoyenneté, de civisme qui va petit à petit perler sur la société auprès de leurs camarades, auprès de leurs amis, ce qui nous permet de renouveler nos populations de VSC, de JSP ou de réservistes, et ce qui permet d'avoir une vraie empreinte sur la société.
Et puis, permettez-moi de terminer par le dernier point. Je répète, la brigade n'est pas seule. Nous faisons partie d'un tout. Et là, vous allez vite comprendre. Nous appartenons à la préfecture de police. La préfecture de police, c'est le secours et la sécurité sur une zone qui fait cohérence. Paris et la Petite Couronne. Nous sommes un des éléments de Paris et la Petite Couronne. À partir de là, il y a de la cohérence dans l'action, la compréhension dans les modes opératoires, secours, sécurité, sous l'ordre de monsieur le préfet de police, et c'est extrêmement confortable face à toute forme de, je dirais, crise. Deuxième point, nous sommes dans une constellation plus large, la Direction générale de la sécurité civile. Et là, je me raccroche à notre secrétariat général de zone de défense, Madame la préfète Assidon. Nous travaillons à l'échelle de notre région avec les 8 départements, 4 pour la BSPP, 4 autres appartenant aux services départementaux nationaux de secours, et un état-major qui nous permet justement de travailler sur un secteur là aussi cohérent, majoritairement urbain, et de pouvoir se renforcer les uns les autres. Ça fait sens. Et ensuite, d'aller rechercher, s'il y a nécessité, une capacité de renfort extraterritoriale auprès du COGIC et de la DGS-CGC, ou de mettre notre capacité de projection à la disposition de la DGS-CGC et au COGIC, comme nous l'avons fait dernièrement en Guadeloupe, quand il a fallu envoyer des éléments pour la vaccination et le secours à victimes, à La Réunion, ou encore plus récemment en Polynésie française. Et enfin, nous sommes militaires, vous l'avez dit, nous appartenons à cette chaîne du commandement pour le territoire national et de la chaîne de l'organisation territoriale interarmée de défense, et nous sommes donc un bras armé aussi dans ce cadre-là, à la disposition du gouvernement militaire de Paris, ou à la disposition de l'armée de terre dans le cadre de missions particulières. Donc, je terminerai pour ça au niveau de la présentation de la brigade. Nous sommes un amortisseur de crise. J'ai essayé de vous le démontrer, mais je suis bien évidemment ouvert à vos questions. Merci beaucoup, mon général, pour cette présentation très complète dans un temps assez restreint. Je dois vous dire qu'on a une très belle image de la BSPP, parce qu'on la voit tous les jours dans Paris, et moi-même, j'ai eu l'occasion d'être intégré dans certaines gardes, là, quand on a décalé. J'ai appris ce que c'était décalé. Et c'est vrai que j'ai pu mesurer à la fois le niveau de l'engagement nécessaire quand en pleine nuit, vous avez 4 ou 5 fois la nécessité de repartir en intervention et la forte cohésion, enfin l'ensemble de ce que vous apporte également la militarité dans l'aptitude à faire face à la mission et à le faire avec un esprit de corps extrêmement important et la force de tous ceux, en tout cas, qui arment la BSPP. Alors, on a eu la chance d'être rejoint entre-temps par Soren Mauborgne, qui est rapporteur du budget de l'armée. Alors, peut-être juste avant de passer la parole à Soren, je vous poserai un peu la même question que pour la formation militaire de la sécurité civile sur une question purement budgétaire. Donc, si je comprends bien, vous êtes au profit du ministère de l'Intérieur, donc vous êtes totalement hors LPM en termes de nomenclature budgétaire, mais vous êtes quand même intégré dans l'armée de terre pour notamment ce qui concerne la RH, les formations, etc. Mais sur tout ce qui est nomenclature budgétaire, vous dépendez du budget, on va dire, du ministère de l'Intérieur. Alors, je vais essayer d'être très simple. Comme vous l'avez très bien dit, nous sommes, on est une unité de l'armée de terre. Je ne peux pas fonctionner si la DRHAT ne recrute pas pour moi. Toute la partie sélection, recrutement, acheminement de la RH militaire du rang et officier, c'est l'armée de terre qui gère, ainsi que la partie discipline. Ensuite, tous ces moyens, nous les formons, nous les préparons et ils sont effectivement à la disposition de monsieur le préfet de police et du ministère de l'Intérieur. Maintenant, pour revenir sur le budget, hors LPM, hors BOP, armée de terre, hors budget de la défense. Très bien. Nous avons un budget quadripartite. Une par État, ministère de l'Intérieur, le P161, sécurité civile, mission de sécurité civile, et c'est 25% de notre budget qui est défendu par la Direction générale de la sécurité civile. C'est un compte d'attente, en fait, c'est la part État, puisque nous sommes, alors c'est historique, nous sommes sur un secteur stratégique et sur lequel nous assurons la continuité de l'action de l'État. Je ne parle pas de service public, parce qu'il n'y a pas de service minimal dans notre maison. Je parle de la continuité de l'action de l'État. À ce titre, nous avons peut-être un engagement supérieur et à partir de là, une contribution de l'État pour nous permettre d'agir. Premier point. Deuxième partie de notre budget, c'est la ville de Paris, 25% en tant que ville et département. Troisième partie, les départements, 92, 93, 94. Et la ville de Paris encore, 25%.
Et enfin, les derniers 25%, les 123 communes, j'ai enlevé Paris, parce qu'en fait, j'en ai 124, les 123 communes qui participent au budget à hauteur aussi de 25%. Et ce budget-là est voté au Conseil de Paris et fait partie de ce qu'on appelle le budget spécial de la ville de Paris. Et alors, juste une dernière question, si Sorel me le permet. Vous avez parlé d'une réserve de 3 mois en énergie et vous avez dit notamment que vous étiez d'une certaine manière une réserve d'État pour les services de l'État, c'est-à-dire que vous êtes la pompe à essence ultime des services de l'État en région parisienne si un jour il y avait des problèmes d'alimentation, c'est ça? Absolument. Nous l'avons joué en 2010, rappelez-vous. Il y avait eu une grève très forte, très dure des dépôts pétroliers et nous avons dans tous nos centres de secours des pompes diesel et également essence et nous servons à cela. Voilà. Okay, très bien. Bon, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je pense que ma collègue Sorel Moord a pas mal de questions pour vous également. Bonjour. Alors, merci beaucoup pour la clarté de vos propos liminaires. Et effectivement, comme Thomas, je renouvelle vraiment mon admiration pour votre corps, à la fois hyper efficace et puis en plus avec une gentillesse et une empathie assez exemplaires. Moi, j'avais deux questions en fait à vous poser. La première, c'est cette mission s'appelle Résilience. D'après vous, qu'est-ce que vous identifiez en fait comme facteur majeur de risque pour être un élément de la résilience française? Et le deuxième point, c'est finalement, est-ce que votre centralité et le fait que vous soyez attaché à la capitale ne fait pas de vous aussi un élément finalement vulnérable qui viendrait compromettre la résilience? Je pense par exemple à une attaque cyber sur votre standard téléphonique. Est-ce qu'éventuellement vous êtes la cible parfois de menaces particulières qui ont pu être stoppées à temps? Finalement, est-ce que votre hyper-employabilité n'est pas en elle-même un facteur de danger pour vous-même et du coup de mise en danger de la résilience nationale? Si ce n'est pas clair, je précise mon propos. Si. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer par la deuxième question et ensuite je ferai ma réponse sur les risques et les menaces. Pour revenir sur votre question précise, en disant effectivement on est hyper centralisé sur 4 départements, la brigade, pour autant, par son statut, participe aux opérations extérieures. Donc, j'ai l'habitude d'envoyer, chaque année, on envoie 60 officiers et sous-officiers au sein des unités, que ce soit au Liban, que ce soit à Barkhane, que ce soit également à Chamal ou à l'époque en ex-Yougoslavie. Donc, on a une ouverture un petit peu sur le monde malgré tout et on a une unité qui est certifiée INSARAG, ONU, et qui peut être projetée dans le cadre du secours en milieu urbain suite à des tremblements de terre ou à des interventions de risques chimiques ou radiologiques. Donc, on a quand même cette capacité. Maintenant, notre hypercentralité, je pense que dans une crise de résilience, enfin dans une crise qui nécessite un sursaut résilient à l'échelle nationale, vous savez très bien que beaucoup de choses seront décidées par le haut, mais il y aura une nécessité quand même d'agir localement. Et moi, je crois beaucoup à cette notion de réaction locale et d'agissement local, parce que lorsqu'on a des petites crises très, je dirais, régionales ou départementales, on peut se soutenir les uns les autres. Lorsque c'est complètement national, vous comprenez bien que là, sera plus difficile d'envoyer des moyens à droite ou à gauche. Et je crois que là, dans ce cadre-là, la brigade colle parfaitement à sa mission et au territoire qui lui est donné. Et pour revenir sur ce que vous disiez en disant, si jamais on avait une cyberattaque, je vais vous donner un chiffre très simple. L'an dernier, 2021, 111 attaques cyber sur nos centraux téléphoniques et notre système d'information. Dans les 111, nous avons eu 8 critiques, c'est-à-dire qui ont nécessité le travail d'expertise de la part de nos cyber, contre-attaquants, et 16 de niveau, dangereuse élevé. Nous travaillons avec la préfecture de police là-dessus. Bien évidemment, des gens essayent de perturber la prise d'appel et le recours au secours. Pour autant, notre territorialité, la façon dont on est réparti sur le territoire, 81 casernes, d'une caserne à l'autre, 10 minutes, d'accord, sur les 4 départements. Ça veut dire qu'on a un maillage qui est cohérent et robuste. Et je ne vous cacherai pas, madame, et je vous invite d'ailleurs, si un soir ou une journée vous en avez l'envie, venez voir notre centre opérationnel. Tout est informatisé et sur pratiquement les 3 murs sur 4,
on reprend systématiquement à la gomme et au crayon, enfin je force le trait, c'est à la Velleda, on reprend systématiquement les informations, les échanges, et nous avons des téléphones satellitaires, nous avons 2 moyens, vous l'avez peut-être vu lors du feu de la cathédrale de Notre-Dame, des moyens satellitaires, ce qu'on appelle des véhicules d'appui à la communication, 2 véhicules satellitaires qui viennent renforcer justement et faire des bulles qui nous permettent de communiquer pour éviter la rupture des réseaux par le téléphone cellulaire ou par d'autres formes de problématiques liées à l'utilisation des moyens modernes de communication. Donc, bien évidemment, on est toujours perfectible, mais je crois que nous sommes quand même résistants de ce côté-là. Je vous le dis franchement. Voilà. Ensuite, sachez qu'on a un centre majeur de prise d'appel, on a un centre d'évolution, je ne vous le donnerai pas là, mais nous avons un centre d'évolution qui permet de relever tout de suite, de reprendre là, si jamais on était l'objet d'un attentat. Et puis ensuite, nous sommes sur chaque département, nous avons également des petits centraux qui permettent de reprendre aussi la main et de pouvoir rendre réponse au requérant ou à la demande de secours. Voilà pour votre deuxième question. Pour la première question, on est dans une zone hyper-urbaine. Vous savez très bien qu'effectivement, les risques, ils sont pratiquement tous ceux qu'on peut retrouver sur l'ensemble de la France, à part le feu de forêt. Je ne vais pas mentir, que ce soit Vincennes ou que ce soit le Bois de Boulogne, je vais vous dire, ce n'est pas encore le sujet. Pour autant, nous avons des risques climatiques, d'inondation, la tempête, la canicule avec ses effets, inondation, tempête. Alors, inondation, c'est déplacement de population. Oui, c'est très compliqué. On travaille avec nos plans, on travaille avec le secrétariat général de zone. Nous travaillons également avec les armées, avec l'état-major du gouverneur militaire de Paris, pour savoir comment on peut mettre en commun nos moyens et faire en sorte que, plus se gêner, on soit un démultiplicateur d'efficacité et de services. Ça, là-dessus, soyez-en convaincus. Nous avons aussi un groupement d'appui et de secours qui est complètement dédié à ce type, je dirais, de circonstances, enfin, à ce type de sinistre. Nous l'avons fait en 2016 lors des inondations de Paris, nous l'avons refait en 2018, alors 2016 c'était au mois de juin, 2018 c'était en janvier, où on a eu l'eau qui était un petit peu montée plus haut que d'habitude. Nous savons mettre à l'abri les péniches, nous savons mettre à l'abri les personnes, mais bien évidemment, on n'a pas suffisamment de moyens pour faire face à la densité de la population qu'il y a sur notre secteur, et on aurait besoin d'un renfort extraterritorial, voire déjà intraterritorial, c'est-à-dire avec nos camarades des SDIS, de la Grande Couronne, mais sûrement des moyens supplémentaires ou des moyens de réserve de la Direction générale de la sécurité civile ou des armées. Et c'est pour ça que nous sommes une force intégrée dans le commandement du territoire national et dans la chaîne OTIAD des armées, parce que nous avons l'habitude d'échanger avec eux. Ensuite, nous sommes confrontés aux risques industriels. Vous les connaissez, nous avons les entreprises encore sur la région parisienne. Ce risque industriel, il est courant, feu d'entreprise, feu d'entrepôt, feu d'usine, mais il peut être exceptionnel avec notamment des pollutions aujourd'hui, des risques de contamination. Ce sont des choses que nous prenons très au sérieux. Nous travaillons tout à l'heure, je vous ai dit que le fait d'être intégré à la préfecture de police avait sa cohérence. Au cœur de la préfecture de police, vous avez le laboratoire central de la préfecture de police. Ce sont des ingénieurs spécialistes dans tous les types de pollution chimique, radio ou biologique également. Et nous travaillons beaucoup avec eux, notamment à l'occasion de ces feux qui dégagent des substances un peu particulières, de manière à pouvoir tout de suite être une vigie d'alerte avec l'ensemble des autres services publics dans ce domaine-là, pour pouvoir, et l'ARS, pour pouvoir tout de suite mettre à l'abri de nos concitoyens. Je ne vais pas plus loin sur le désordre industriel. On n'est quand même pas connu pour notre bassin industriel sur les 4 départements que nous défendons. Nous avons ensuite les désordres sanitaires, la pandémie, je ne reviens pas dessus, je vous ai donné quelques chiffres, on est dedans, et je vous garantis que ce n'est pas ce qu'on souhaitait, mais pour l'instant, le système tient. J'ai des gens malades, j'ai eu des clusters, mais la brigade n'a jamais fermé un centre de secours et a toujours répondu à la demande de nos concitoyens. Donc, je pense que pour l'instant, ça tient. Et même avec l'intensité de cette vague-là, nous n'avons pas plus de désordre que lors de la première vague. Dans le désordre sanitaire… Je vous interromps une toute petite seconde sur la crise sanitaire. Moi, je suis soignante et j'ai passé pas mal de temps dans l'hôpital un des hôpitaux de ma circonscription à travailler. Et vous nous confirmez que vous avez aussi beaucoup de cas de Covid avec un schéma vaccinal incomplet ou sans schéma vaccinal qui appellent pour je dirais des affections qui méritent une hospitalisation sans réanimation. Parce que nous, on s'est fait submerger. Hein. Alors, Madame la députée, on est dans ce cadre-là.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais vous donner un chiffre très simple. Hier, nous avons fait 102 interventions pour Covid. 102 interventions, c'est-à-dire un peu plus d'un cas, voire 2 cas par 20 minutes. Voilà. Au moment le plus dur de la crise, on faisait 450 à 600 prises en charge par jour. Bon, dans ces 102, on en transporte 90%. Mais pourquoi on transporte 90%? C'est pas tant parce qu'ils sont malades à ce point. Et la plupart du temps, on ne pose pas la question à ce point sur le schéma vaccinal, la complétude ou pas. Les gens nous le disent naturellement, vous l'avez dit, nous avons une forme d'empathie et également de considération vis-à-vis de le requérant. Et donc, le dialogue s'instaure et les gens le disent naturellement. Ce que moi, je constate, parce que tous les matins, là, je signe les cahiers, je pose plein de questions et on se promène avec mon adjoint dans tous les centres de vaccination. Ce que nous constatons, c'est que nous avons quand même beaucoup moins de formes graves. Très clairement. Pendant le pire de la crise, sur les 450 ou 500 qu'on prenait, nous avions entre 10 et 15% de cas UA graves. Mais quand je vous dis grave, puisque vous êtes du milieu de la santé, c'était l'apport de la réanimation, voilà, ou soins intensifs, vous voyez, hein, qui nécessitait vraiment une prise en charge. Aujourd'hui, si on transporte, alors aujourd'hui, c'est même pas 2 ou 3% de UA. Et aujourd'hui, si on transporte, c'est parce que dans notre secteur, nous avons quand même une population fragile. Je couvre la Seine-Saint-Denis, toute une partie du 92 aussi qui peut être un peu en difficulté, et le 94, ou aussi l'Est parisien. Ce sont des gens qui n'ont pas recours à la médecine de ville, qui n'ont pas de médecin traitant, qui n'auront pas forcément recours au SOS médecin. Et donc, naturellement, et c'est ça le danger de cette vague, naturellement, les gens nécessitent d'être vus par un médecin, ne serait-ce que pour confirmer le fait que ce n'est pas grave. Et donc, on arrive tranquillement dans les SAU, dans les services d'accueil d'urgence, et c'est vrai qu'on peut, à certains endroits, un petit peu emboliser le système. Je vous rejoins, mais la plupart du temps, ce n'est pas très grave, donc on va dire que ça se régule dans la journée. Et l'avantage que j'ai par rapport peut-être à la province, c'est que partout où on est à Paris, à 10 minutes, vous avez une clinique, un hôpital. Ça, il faut quand même le concéder. Voilà. Donc, il faut aussi en être conscient. Voilà. Et ensuite, je reste sur la dernière menace, parce que là, je ne suis plus dans le risque, c'est la menace terroriste et la cybermenace, ce que vous avez évoqué. Je ne reviens pas sur la cybermenace. Quant à la menace terroriste, elle est bien présente. Je pense qu'elle est présente sur l'ensemble du territoire. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a compris qu'il ne fallait pas systématiquement faire une action d'éclat à Paris, qu'avec les médias modernes, avec la façon dont on couvre l'actualité, ça pouvait se faire n'importe où et que ça avait le même impact. Donc, nous travaillons. L'avantage que nous avons dans cette prise en charge de cette menace terroriste, je le répète encore, nous sommes intégrés à la préfecture de police. Nous échangeons tous les jours, quotidiennement, avec nos camarades de la BRI, avec nos camarades de la DESPAP, de la DOPC ou de la DRPP, ce qui nous donne une longueur d'avance dans la compréhension de ce qui se fait autour de nous et ce qui se passe autour de nous. Et ce n'est pas une compréhension juste pour alimenter notre curiosité, c'est une compréhension que nous transformons en mode opératoire, en mode d'action, voilà, en une façon de travailler avec nos partenaires. Et c'est le dernier point que je n'ai pas évoqué quand j'ai présenté la brigade, mais à la brigade, nous avons aussi un bureau qui travaille sur la prospective et qui analyse ce qui peut nous arriver dans les 5 ans ou 10 ans qui viennent. Et ça, je pense que ça participe aussi à un champ d'investigation pour la résilience, parce que faire de la prospective et se faire un petit peu un crash test sur un certain nombre de scénarios qui peuvent nous arriver avec l'évolution de nos sociétés, je pense que ce n'est pas dénué de bon sens. Merci. En général, alors j'aimerais revenir justement sur cette question de la cybermenace, qui peut être une des causes, on va dire, de l'écroulement de nos réseaux télécoms, mais une des causes, parce qu'on peut également avoir des causes accidentelles, ne serait-ce que la perte, par exemple, de l'alimentation électrique qui alimente les relais téléphoniques. Et je vous pose notamment cette question parce que, vu que vous êtes une grande unité de sécurité civile, peut-être d'ailleurs la plus grande de France, avec 8000 personnels, je crois, vous nous avez dit tout à l'heure, oui, 6500 et 2000, hein. Vous avez d'autant plus besoin de coordination, j'allais dire, beaucoup plus que dans une brigade de sapeurs-pompiers volontaires rurale où finalement on fait tourner la sirène, tout le monde arrive et on regarde un peu ceux qui sont disponibles et on y va. Donc la première question que je me pose, c'est quels sont finalement vos moyens actuels de transmission pour à la fois déclencher l'alerte, gérer les équipes, et puis j'ai bien noté que vous aviez un passage progressif, on va dire, vers le système de radio du futur qui va s'appuyer sur les opérateurs privés et mobiles de télécommunications, bien que vous ayez, on va dire, je crois, des bases projetables type PC Storm, mais quand même qui va quand même s'appuyer sur les réseaux civils avec des équipementiers de plus en plus étrangers. Enfin, j'étais rapporteur de la loi 5G pour essayer de sécuriser au plus nos réseaux dans le cadre de ce contexte-là.
Et donc, est-ce que vous pourriez nous dire un mot finalement sur la résilience de ces systèmes de communication qui induit la résilience de votre organisation en tant que telle, et si finalement ça ne vous met pas quand même dans un certain confort opérationnel le fait de dire que la communication des BSPP va s'appuyer sur un réseau que vous n'allez pas maîtriser, alors que vous mettiez en avance tout à l'heure l'intérêt du soutien que vous avez en interne, que ce soit au niveau mécanique, au niveau alimentaire, etc. Là, pour le coup, il y a quelque chose qui risque de vous échapper un peu. Alors, c'est une question intéressante, monsieur le député. C'est une question intéressante. Je vais commencer par quelque chose de très simple, et puis ensuite, on va rentrer un peu dans quelque chose de plus complexe. La chose la plus simple et simple, c'est que, comme je l'ai déjà dit, nous avons un maillage territorial qui permet à toutes nos populations de savoir exactement où se situe le centre de secours. Je vous le dis franchement. Et donc, si on se met dans une perspective ou dans un scénario où il y a une chute de réseau majeure, je crois que la population, par son effet de solidarité, son effet de quartier, de vie de quartier, de vie de commune, sera capable d'envoyer le porteur de message jusqu'au centre de secours pour dire on a besoin de vos services. On est dans un mode dégradé, ça sera compliqué, je suis d'accord avec vous, mais nous avons déjà ça comme mode de fonctionnement, et je dirais que c'est le système le plus basique de fonctionnement. Voilà. C'est-à-dire, en général, je me permets de vous couper, dans un mode très dégradé, vous autorisez, en tout cas, vous avez anticipé avec vos équipes la possibilité de donner l'alerte et de déclencher une intervention avec quelqu'un qui vient directement frapper à la porte et qui dit 3 rues plus loin, il y a quelqu'un qui a besoin d'assistance. Mais complètement, monsieur le député. Sachez qu'aujourd'hui, ça marche déjà. Aujourd'hui, tous les jours, sur les 1500 départs dont je vous ai évoqué, il y en a à peu près une vingtaine qui se font sur ce mode-là. À peu près une vingtaine. Voilà. Donc, c'est pour ça que la territorialité a son sens. Nous sommes vraiment inclus dans la vie de la cité et les gens savent où est la caserne. Et je pense que la solidarité de groupe, je le répète, de quartier, de zone, de ville, fera qu'il y aura toujours un porteur d'alerte, un porteur de message qui essaiera de faire tout ça, le mode le plus dégradé possible. Maintenant, dans ce que vous évoquez, effectivement, confier à une souveraineté différente que la souveraineté nationale, le transfert de ces données, l'échange de ces informations, la plupart du temps confidentielles, puisqu'on fait majoritairement du secours à victimes et des bilans, et on parle de personnes. Donc, c'est de la donnée de santé, on ne fait pas n'importe quoi avec ça. Je suis d'accord avec vous, on n'est pas forcément en confort quand ce n'est pas nous qui maîtrisons toute la chaîne de bout en bout. Pour autant, si jamais on avait une rupture totale dans ces affaires-là, et qu'on devait reconstituer notre zone, notre mode de fonctionnement, aujourd'hui, nous avons des contrats satellitaires, des contrats qui s'appuient sur ceux de la Direction générale de la sécurité civile. Donc, on est quand même dans un environnement, une bulle à peu près protégée. Nous avons l'opportunité de pouvoir faire appel aussi au système de communication des militaires de l'armée de terre, puisque nous sommes une unité de l'armée de terre et en tant que telle, il y a quand même des coopérations, des possibilités de prêt d'emport et de mise à disposition de moyens. Ça, très clairement, ça fonctionnerait. Et puis, le dernier point, je vous rejoins, je suis d'accord avec vous. Le dernier point, c'est qu'il faut qu'on consolide nos systèmes d'information et de relations, notamment avec les réseaux sociaux, avec la population. Et ça, c'est un travail, je sais, qui est conduit au niveau du SGDSN, qui est conduit au niveau de la Direction générale de la sécurité civile. On doit être un peu plus redondant, plus solide dans ce domaine-là. Puisque tout à l'heure, vous m'avez posé la question en disant, mais pour vous, la résilience, c'est quoi? Moi, je vais vous dire, la résilience, je vais vous sortir une phrase de Thucydide. Vous connaissez forcément la guerre du Péloponnèse, la force. Et des remparts et les caractères des citoyens. Voilà, ni dans les remparts, mais au caractère. Alors, le rempart, vous le savez, c'est l'organisation. Je ne vais pas revenir dessus, je vous l'ai tracé. Les vaisseaux, c'est les moyens. Et dans ces moyens, nous avons ces réseaux. Et ces réseaux, à mon sens, doivent être travaillés, doivent être réapproprié, on doit avoir une souveraineté contrebalancée par la rusticité de ce modèle, le modèle BSPP qui a 88 casernes et qui est réparti sur un territoire dont j'ai la faiblesse de croire que nos concitoyens connaissent à peu près leur environnement et seraient capables d'aller voir la caserne. Voilà, je vous le dis franchement. Et le dernier point dans cette phrase de Thucydide, c'est le caractère de ces concitoyens, le caractère de ces citoyens. Et c'est là-dessus, si vous permettez, que j'insiste beaucoup. Parce que pour moi, les organisations, elles existent. Les moyens en France, on les a. Après, on peut discourir sur la façon dont les organisations se sont mises d'accord et qui a pris le leadership et autres. OK. Mais globalement, quand on regarde la chaîne entre le COGIC, le CIC, le rôle des préfets, le rôle de région, le rôle département, le rôle commune, je pense qu'en France, on a un système qui est assez cohérent
Et si tout le monde accepte de rentrer dans ce jeu et de jouer avec, quand j'y joue avec, c'est-à-dire d'utiliser tout ce qui est mis à leur disposition, je suis persuadé que ça marchera bien. En revanche, comme vous dites, le caractère des citoyens, la cohésion sociale, la cohésion, je dirais, nationale, c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. À mon sens, c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Et quand je dis ça, ce n'est pas un discours politique, c'est un discours très concret. Je vais venir sur quoi je veux qu'on travaille. Pour moi, en France, la culture du risque n'est pas suffisamment développée. Un citoyen sur deux, monsieur le député ou madame la députée, un citoyen sur deux sera confronté dans sa vie à un risque majeur, déstructurant, autre que la perte d'un de ses proches. Un citoyen sur deux. Et donc, l'État ne peut pas tout faire. Vous savez très bien que la résilience est avant tout individuelle. C'est un mécanisme individuel qui ensuite rejaillit, ressursaut, grâce à un entourage ou une organisation favorable. Et donc, pour moi, ça doit passer par l'organisation, enfin par l'édification de cette jeunesse. À un moment donné, on doit éduquer cette jeunesse et consolider pour les aînés leur connaissance du risque, de la menace et leur façon d'interagir avec l'institution, avec leurs élus, avec les concitoyens. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on travaille sur le milieu associatif. En France, 1 500 000 associations, 21 millions d'adhérents dans les associations, plus de 12 millions de bénévoles, 200 000 personnes qui travaillent dans les associations agréées de sécurité civile. On a un système qui est exceptionnel. On peut se plaindre de tout, mais quand même, il y a au sein de la société ce tissu, vous voyez, à travers ce milieu associatif, ce tissu qui doit être activé, qui doit être stimulé. Et je pense que nous, sapeurs-pompiers, qu'on soit militaires ou civils, nous sommes un des éléments de cette stimulation. Alors justement, Général, merci pour ces mots que je partage sur la capacité de résilience individuelle qui fait aussi une partie de la résilience collective. Moi, je voulais vous poser une question, ce qu'on n'a pas abordé, je ne crois pas, dans notre entretien, sur justement votre intervention auprès de la jeunesse, parce qu'il y a quand même beaucoup d'établissements scolaires dans les zones où vous êtes. Est-ce que vous avez des systèmes d'intégration de la jeunesse, de sensibilisation ? On sait que chez les enfants, notamment chez les garçons, pompiers, c'est sans doute le métier qu'ils arrivent à prononcer en premier. Est-ce que vous avez une démarche particulièrement intéressante à nous notifier sur les cadets des pompiers de Paris, je ne sais pas comment vous faites en fait pour participer en fait au rayonnement de votre institution à travers la jeunesse. Ce que nous on appellerait le lien armée-nation. Oui, bien sûr. Quelle déclinaison vous en avez? D'accord. Alors écoutez, déjà la première chose, si je regarde la structuration du sapeur-pompier de Paris, 75% des sapeurs-pompiers de Paris sont originaires de province. Donc on est très dans, je dirais, l'aspect des territoires qui monte, qui change de territoire pour l'emploi. On est vraiment dans cette dynamique-là. Donc 75% de gens proviennent de toute la région, de toutes les régions françaises. Et 25% proviennent de l'Île-de-France et de ces quartiers un peu difficiles. Donc, si chaque région me donnait 25%, je serais plus heureux des hommes, j'aurais une brigade qui serait plus qu'une brigade, ça serait plus qu'une division. Donc, tout ça pour vous dire, si je dis ça sur le ton de la plaisanterie, pour vous dire que sur la région parisienne, c'est quand même là que l'effort de recrutement est supérieur à toute autre région. Je le répète, 75% proviennent de province, 25% d'Île-de-France, 13 régions en France, vous avez compris. On a un effort sur cette région parce que nous sommes territorialement implantés. Premier point. Deuxième point, une fois qu'on a dit ça, il faut faire vivre, il faut donner du souffle. Nous avons des VSC, des volontaires services civiques dans nos rangs, on va chercher dans ces quartiers difficiles, et nos volontaires services civiques, ils ne sont pas là pour observer dans les casernes. Ce sont mes troisièmes secouristes dans le VSAV. Nous sommes les seuls à faire ça, Madame la députée. Vous pouvez vous renseigner. Nous sommes les seuls en France à faire ça. Ce sont nos troisièmes secouristes. Ça veut dire que le jeune, il n'est pas observateur, il est acteur de son destin. Il appartient à une communauté quand il est parmi nous. Vous comprenez? Et ça vaut tous les discours. Je vous le dis très clairement. Et on en fait 250 par an. Et ça fait 6 ans qu'on est dans ce dispositif. Et en avant. Et on marche. Et la plupart du temps, le petit ou la petite qui a été VSC dans nos VSAV, dans le 93 ou 94, va chercher son copain ou sa copine pour monter aussi dans le VSAV. Parce qu'on ne fait qu'un an. Hein. Ils ne peuvent pas faire plus d'un an. Ensuite, il passe le témoin à un autre camarade de banlieue qui va faire ça. Et ça, c'est le meilleur des médicaments. Premier point. Deuxième point. Les jeunes sapeurs-pompiers de Paris, c'est pareil. Nous allons dans tous les forums des communes
Vendre, ce que nous faisons, on va dire ça très simplement, c'est du scoutisme sapeur-pompier. Pendant 3 ans, ces jeunes vont être avec nous à hauteur de 30 week-ends par an. 30 week-ends par an, d'accord? Avec une autorisation que de 3 week-ends où ils peuvent ne pas être là. Autrement, on les sort du dispositif. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on suscite l'engagement. Et ça, Madame la députée, je pense que vous êtes sensible à ce terme, comme vous, Monsieur le député. On suscite l'engagement. Ce n'est pas juste, si tu as envie de t'amuser, tu viens nous voir. Quand on a marre, tu t'en vas. L'engagement. Vous savez ce que ça veut dire en termes de sacrifice. Ça, c'est très important. Donc, les JSP, 350 par an. Ce n'est pas une paille non plus. Et ça vient de ces quartiers-là. Et puis ensuite, on a aussi dans les écoles, alors ce n'est pas les cadets, mais c'est les cadets de la sécurité civile. On a 3 lycées avec lesquels nous travaillons, enfin 7 lycées avec lesquels nous travaillons, 92, 94 et Paris. Et on a aussi les classes de sécurité et défense globale. On en a 3 actuellement, et qui sont un petit peu les vigies au sein des lycées ou des collèges sur la citoyenneté, le civisme. Et donc, nos cadres vont régulièrement faire vivre un petit peu ces classes et ces élèves, où nous les accueillons dans nos structures au sein des casernes. Et puis, les stages de 3e, je vous l'ai dit, on accueille à peu près 350 à 400 jeunes stages de 3e pendant une semaine. Alors, ce n'est pas un jeune qui vient tout seul avec son ennui et sa bonne volonté. On groupe les jeunes, on fait des promotions, et pendant une semaine, tous les jours, on leur propose un truc différent. Un peu de sport avec les pompiers. Le lendemain, ils voient nos soutiens, comment on répare nos camions. Le surlendemain, on les amène sur une journée mémoire. Au caveau, au mort-au-feu, au cimetière du Montparnasse. Et ensuite, le musée mémoriel, l'espace mémoriel des sapeurs-pompiers de Paris. Le 3e jour, ils vont voir notre pharmacie à usage interne. En ce moment, c'est la pandémie. Ils comprennent comment on décongèle les vaccins, on prépare l'acheminement des vaccins vers les centres de vaccination et comment on passe les commandes. Vous voyez? Donc tout ça, c'est très structuré et ça touche en tout 1300 par an. Et on est une petite maison, Madame la députée, 8500. 1300, c'est 15% de ma ressource, quoi. Vous imaginez? Je ne peux pas tellement faire plus. Voilà, je vous le dis franchement. Donc voilà à peu près comment on essaie de faire vivre. Est-ce que vous avez aussi une part par exemple, c'est une question plutôt de curiosité mal placée, vous faites un peu de PJJ, c'est-à-dire donner des travaux d'intérêt général au sein de vos équipes, par exemple pour les conducteurs imprudents, des choses comme ça, ou pas du tout? Bon, Madame la députée, c'est de la pure curiosité, on ne va pas passer 2 heures là-dessus. Ce n'est pas du tout déplacé. Vous avez entendu dans les 5 qualités du militaire, il y a la qualité discipline. Donc nous, quand on a des conducteurs imprudents, on les sanctionne et ils sont bloqués à la caserne. Donc on n'est pas dans ce cadre-là. En revanche, je pensais à autre chose. Je pensais à la remédiation pour des jeunes qui sont entre la prison et autre chose. Alors, on en fait au compte-gouttes avec la préfecture de police. On essaye d'en faire un ou 2 stages par an parce que, je ne vais pas vous mentir, ça demande beaucoup d'encadrement. Et comme dans nos casernes, au rythme que nous vivons, où les engins sont toujours dehors et autres, c'est très compliqué. Voilà. Mais nous sommes dans ce dispositif et nous accompagnons. Sur leur projet personnel. Pardon? Sur la base de leur projet individuel. Absolument, okay. C'est ça. Merci infiniment. Alors, merci, j'ai bien suivi vos échanges. Alors peut-être sur une dernière question concernant l'ouverture de la BSPP sur son territoire, puisque vous l'avez très bien dit, et cité la station Thucydide, vous avez dit que vous vivez en partenariat au quotidien avec les entreprises privées. Et je partage totalement le fait que dans notre résilience nationale, en France, on a des beaux outils qui existent, une bonne organisation, une bonne structuration. On a la tradition d'un État fort. Et justement, le fait qu'on ait cette tradition d'un État fort et le fait qu'on a également sans doute la dissuasion fait que peut-être on s'est moins préparé que d'autres pays au cas extrême. Si je prends par exemple l'exemple de la Finlande ou l'exemple de pays plus décentralisés qui ont des voisins encombrants, ils ont conceptualisé des scénarios d'engagement total où ils essaient de conceptualiser comment l'ensemble des ressources vives de la nation s'engagent pour faire face à une menace. On l'a peut-être moins vu et ils le font en associant vraiment les citoyens. Ils distribuent des kits aux citoyens où ils leur disent vous devez avoir 5 jours d'eau, vous devez avoir 5 jours de nourriture chez vous. On voit bien que cette culture de résilience, on en est encore très loin en France parce qu'on est encore dans une tradition où l'État peut tout et où politiquement on a du mal à dire que dans certaines conditions extrêmes, l'État ne peut pas tout et qu'on compte peut-être sur le citoyen. Donc, c'est sera peut-être une des conclusions de notre rapport d'essayer d'avancer sur cette culture de résilience et le fait de dire que ce n'est pas parce qu'on a des bons secours
il faut individuellement se déresponsabiliser que les deux sont nécessaires. Et donc, dans le cheminement, on va dire, cette culture de résilience, finalement, je me dis, OK, c'est vraiment bien ce que vous faites, hein. Vous montrez l'exemple au travers des 1300 jeunes par an, mais quand je regarde, on va dire, votre territoire, je suppose qu'il doit faire plusieurs millions d'habitants. 7 millions, je fais le calcul. Si je fais sur 20 ans 1300 jeunes sur 7 millions d'habitants, ça fait que je vais avoir sur 20 ans que quelques pourcents de la population. C'est-à-dire que, et la question que je me dis, c'est l'exemple que vous montrez est excellent, et 1300, c'est déjà très bien compte tenu de votre taille de 8000, enfin vous l'avez bien dit, et 1300 sur 8000, ça fait déjà un poids global. Mais comment finalement on peut massifier, on va dire, pour se dire que peut-être à l'échelle d'un territoire, ce n'est plus quelques pourcents, mais au bout de 10 ou 20 ans, peut-être 20-30% de gens qui auraient une certaine culture de résilience. Et je me dis qu'on a peut-être deux voies à explorer, mais vous peut-être nous dire si on en a d'autres. La première, c'est peut-être celle d'un conventionnement avec les collectivités territoriales, en se disant que peut-être il y a dans le projet de territoire une notion de résilience, et de voir comment on peut trouver des moyens, au travers des écoles ou autres, de massifier cela. Et puis, il y a aussi la question du SNU, qui peut-être être une des pistes d'action, et qui d'ailleurs pour la BSPP peut peut-être être un deuxième intérêt. C'est que je suppose que parfois, certaines de vos interventions se font en territoire où les représentants de l'autorité de l'État ne sont pas forcément toujours accueillis les bras ouverts, et peut-être que ce SNU peut être l'occasion peut-être de retisser des liens pour faciliter certaines de vos interventions. Donc, ma question serait finalement, au-delà de l'exemple exceptionnel que vous montrez de 1300 jeunes par an, comment, même en dehors de la BSPP, vous voyez finalement une massification dans la culturation du risque pour être globalement plus résilient? Bien, Monsieur le député, merci de cette question. On est tous d'accord, la résilience, ça ne se décrète pas, ce n'est pas instantané, et ça ne fait pas partie des gestes réflexes, je dirais, que le corps humain a l'habitude de mettre en mouvement. C'est quelque chose qui se cultive, c'est quelque chose qui se prépare. Et comme vous l'avez très bien dit, la Finlande, le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas sont des pays où vous avez l'apprentissage au secourisme de manière précoce et massive, bien plus forte que chez nous. Le secourisme, c'est déjà porter secours à son voisin, c'est déjà faire un geste de survie qui permettra de passer un certain nombre d'étapes dans la survie, entre guillemets, et c'est déjà ça. Ensuite, si je reprends le cas du Danemark, vous avez dans sa constitution clairement marqué que le premier rideau de secours, c'est le citoyen. Et ensuite, c'est l'État qui assure la souveraineté dans son rôle régalien. Et ça veut dire concrètement que le citoyen, tout petit, il se promène avec son bandage dans le dos, sa trousse à outils, entre guillemets, et sa trousse de secours, et que, comme vous l'avez très bien dit, les familles font en sorte, je ne vais pas rentrer dans le survivalisme, mais font en sorte de pouvoir être autonomes les 3-4 premiers jours, parce que l'État leur dit, quoi qu'il arrive, il nous faudra 3 et 5 jours pour nous organiser. Alors, pendant ces 3 ou 5 jours, ça va être dur. Mais cette acceptation sociale, cette acceptation du sacrifice, ça se cultive. Et donc, ça nous amène à cela, vous avez raison, comment on fait pour que notre jeunesse, pour que nos aînés, pour que finalement, à travers ce lien intergénérationnel et par l'action d'acteurs publics ou privés, on mobilise toutes les énergies et surtout qu'on fasse comprendre à notre nation que, je ne vais pas dire que le pire est à venir, mais que l'accident déstabilisant, la crise d'ordre national, c'est quelque chose qui est possible aujourd'hui avec le changement climatique, avec les évolutions de société, les tensions, je dirais, entre les États ou entre certaines communautés. Bon, bref, ce sont des choses qui peuvent arriver et donc il faut qu'on sorte d'une forme d'angélisme et qu'on fasse bien comprendre aux gens qu'il faut se préparer, qu'il faut se cultiver à faire face à des risques, je dirais, de sécurité civile ou des risques. Voilà. Alors, pour ça, on a, nous, bien évidemment, les pompiers, il y a les armées, mais on ne touche pas assez de monde. Je pense que les communes, ça peut être le bon échelon de départ. Et pour ça, il faut l'imposer. Il y a malheureusement, quand je dis l'imposer intelligemment. L'imposer avec le sens, vous savez, du coût bénéfice-risque, avec le sens de faire ça, c'est aussi participer à la force de son pays, à l'adhésion au projet commun et à la cohésion nationale.
Et c'est un peu sous ces formes-là qu'il faut le faire. Alors, pas tout mettre sur le dos de l'éducation nationale, parce qu'aujourd'hui, à force de remplir la hotte, vous comprenez bien qu'on ne sait plus trop quoi faire, mais malheureusement, où sont les carrefours où tous nos jeunes et nos concitoyens se retrouvent? Tout à l'heure, je l'ai évoqué, les associations. Plus de la moitié de la France traverse les associations, qu'elles soient culturelles, sportives, caritatives ou la plupart du temps en relation avec la vie communautaire. Bon, donc là, vous avez un beau carrefour. L'éducation nationale est aussi un carrefour. Les armées étaient un carrefour. Aujourd'hui, vous avez bien compris, ça se passe largement ailleurs. Donc, il faut, je pense, que ça soit quelque chose qui soit appris sur le thème un petit peu de, je ne vais pas dire la convivialité, mais l'action de divertissement, d'accord? Il y a une chose que je ne vous ai pas dit non plus, c'est qu'on fait aussi ce qu'on appelle les écoles ouvertes. Pendant les vacances, quand vous avez des gens qui ne peuvent pas partir en vacances, certaines écoles, dans le secteur qui est le mien, sur les 4 départements, proposent d'ouvrir leurs portes et des classes pour accueillir des jeunes pendant la journée et montent un petit programme autour de la citoyenneté et du civisme. Et nous, sapeurs-pompiers, on intervient aussi dedans et on fait des petits gestes de secourisme, de manipulation d'extincteurs au bénéfice, au profit de ces jeunes qui ne peuvent pas partir en vacances, mais qui rencontrent d'autres camarades d'une cité, d'un quartier à côté et finalement passent un bon moment. Voyez, voilà. Donc tout ça, moi je pense qu'il faut identifier les carrefours. Je ne sais pas si je suis très clair comme ça, mais vous l'avez dit, la commune est un carrefour. Alors, est-ce que c'est dans le quartier, association de quartier, quel bon carrefour, ou la commune, ou d'autres services publics? Voilà. Je suis désolé de ne pas vous en dire plus, mais la brigade, enfin, ou en tout cas plus précis, la brigade est en relation avec nos camarades israéliens. Nous avons des partenariats avec le Magad David Adom. Nous sommes en relation avec Tokyo, parce qu'en tant que grande capitale, on échange pas mal de principes avec eux et de doctrines, d'éléments de doctrine. Par exemple, en Chine ou au Japon, vous avez les centres d'éducation des populations au risque. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ça. Vous en avez 3 dans Tokyo, à Pékin, vous en avez au moins 2, vous en avez en Corée, vous en avez aussi au Portugal. Ce sont des grands centres sur plusieurs étages où les gamins, toutes les écoles y passent. Toutes les écoles y passent. Et on vous apprend tous les risques chimiques. La personne qui tombe en arrêt cardiaque à côté de vous, la tempête, le tremblement de terre, le feu, mais aussi l'accident de circulation. Et les gamins sont mis en situation. C'est magnifique ce genre de choses. Ça s'appelle des centres d'éducation des populations au risque. Et je vous garantis que tout le monde y passe à la queue leu. Et je pense qu'un gamin, et on leur apprend aussi à appeler les secours, comment on appelle les secours, quel numéro on fait. Enfin, vous avez plein d'ateliers ludiques, ça occupe la demi-journée, voire la journée, et ça peut être dans les centres aérés, ça peut être dans des colonies de vacances, ça peut être dans plein de lieux. Il faut trouver les carrefours. Vous voyez, voilà, je reviens sur ma notion de carrefour, parce que le carrefour, ça fait converger les voies et donc les populations. Et puis, construire des programmes autour de ça, avec toujours ce côté divertissement. Il ne faut pas forcer. La jeunesse aujourd'hui refuse qu'on force. Il faut mettre le divertissement, l'utilité et la notion de citoyenneté qui est de l'englobant, vous savez, hein, le liant, je dirais, en disant, mais en faisant ça, tu sers ton pays. Quelque part, tu sers aussi ta communauté. Enfin, tu te sers tout seul et ta famille. Grâce à ça, tu seras plus préservant. Vous voyez, bon, voilà ce que je peux vous dire, mais sachez que c'est quelque chose sur lequel on réfléchit beaucoup. D'ailleurs, on a quelques exemples très concrets. Vous avez Life, qu'on appelle ça, Staying Alive. Vous connaissez cette application qu'on a développée avec des ingénieurs d'une start-up. Le Staying Alive, c'est vous rentrez dans une communauté de sauveteurs. Vous n'êtes pas forcément secouriste, mais on vous a appris à faire un massage cardiaque. Vous vous repérez avec votre portable. Nous, on a tout ça dans notre centre d'appel en bas. Et en fonction de l'adresse où on a un arrêt cardiaque, on a une localisation possible de tous les sauveteurs potentiels et on les déclenche en même temps qu'on déclenche les secours. Ce qui fait que le premier qui arrive, quand vous savez que vous perdez 10% de chance chaque minute, le premier qui arrive en 1 minute, il fait gagner 10% de chance à la personne. Ça, c'est top. Voilà ce genre de choses qui participent à la résilience. Et d'ailleurs, vous parliez de divertissement. Enfin, je crois voir derrière vous l'affiche de Sauver ou périr qui est le… C'est ça, c'est exactement ça. Et au travers du divertissement, finalement, vous transmettez des valeurs et peut-être on va terminer là-dessus. Vous disiez tout à l'heure que la résilience dépend de l'adhésion à un projet collectif. Et bien peut-être que, paradoxalement, le retour des grands risques, la stabilité du monde géopolitique, la dépendance de plus en plus à la technologie, les aléas climatiques, tout ce retour des grands risques, finalement, on peut peut-être en faire une source de cohésion sociale si et seulement si nous avons cette reconnaissance que nous sommes exposés à ces risques et que peut-être que l'action publique peut être confrontée à certaines limites et que chacun est nécessaire.
et ça sera, je pense, l'objectif de notre rapport, de faire des propositions pour justement essayer de passer dans cette culture de résilience pour qu'elle soit le plus inclusive possible et qu'elle génère, même si ce n'est pas l'objectif, une adhésion renforcée au projet collectif pour qu'on soit dans un cercle vertueux. Voilà, en tout cas, je ne sais pas si Sereine a une dernière question, sinon je vois qu'il va être l'heure et que la cloche de la science… Merci beaucoup. Non, c'est moi qui vous remercie. C'était très porté la enrichissant. brigade. Et je retiens votre proposition de visite. Vous êtes la bienvenue, Madame la députée. Bien évidemment, Merci. c'est avec plaisir. Merci beaucoup, mon général, en tout cas pour ces échanges. Vraiment, ils permettront d'éclairer très utilement nos travaux et notre rapport qu'on espère rendre en février. Donc, merci pour votre action au quotidien et encore une fois, merci pour ces échanges et puis bonne journée à vous. Je vous remercie pour la marque d'intérêt que vous avez manifestée à l'occasion de ces échanges et vous êtes les bienvenus. Je vous remercie. Bonne fin de journée. Merci. Merci. Au revoir. Bonne journée, au revoir.